Bon, je suis content de te recevoir Théo pour ce podcast parce que déjà ça fait quoi? Ça fait allez minimum 2 ans je pense qu'on a dû s'échanger les premiers messages. On y arrive enfin. On y arrive enfin et je crois que poussé par une petite aide par comment il s'appelle par Pierre Le Sueur qui t'a envoyé un petit message. J'ai enregistré avec lui il y a pas si longtemps et il m'a dit bah attends je vais lui envoyer un message aussi. Et je pense que tout ça a fait que aujourd'hui ce podcast voit le jour et donc je suis très content. Je suis très content de te recevoir parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un podcast avec toi. Pourquoi? Parce que tu fais partie de la scène française du bodybuilding professionnel. T'es allé 2 fois à Olympia cette année, enfin l'année dernière et l'année encore d'avant. T'as un gros physique. Bon, c'est pas à peine de lire, je veux dire, mais t'as un physique assez exceptionnel. On t'a vu récemment sur pas mal de vidéos. T'es passé chez Greg MMA l'année dernière. Ouais. On dirait qu'il y a un espèce de vœu aussi à vouloir faire parler un peu plus du bodybuilding ou en tout cas essayer de montrer de montrer au grand public ce que c'est. Je trouve ça intéressant. Bon, ben voilà, hein, je veux dire, on est sur des thématiques un peu du podcast. Hein. On va essayer de parler un peu de l'entraînement, de ton parcours, tout ça. Moi, ça m'intéresse. Yes, carrément, ça va intéresser du monde. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, pour démarrer ce podcast. Écoute, merci de me recevoir et salut à tous ceux qui vont me découvrir via ce podcast, pardon. Donc voilà, je m'appelle Théo Le Guerrier, 31 ans, je suis mes 32 ans, je suis bodybuilder professionnel depuis 2018, ancien gymnaste de haut niveau aussi, j'étais en sport-études. Et donc voilà, comme tu l'as dit, aujourd'hui, j'essaye un petit peu, enfin, moi je fais mon chemin dans le body. Cette année, je fais partie du top 20 mondial, je suis 13e mondial via le classement Olympia. Je suis qualifié pour une 3e année du coup consécutive à Mister Olympia, qui est le Super Bowl du bodybuilding. Donc voilà, pour donner un ordre d'idée pour les gens, on n'est que 5 Français à avoir fait Olympia en Open depuis les années 60. Dernièrement, on a eu Lionel Beyeke qui s'était qualifié 3 fois aussi. Moi, j'égale ce record. Et aujourd'hui, du coup, on est tous les deux à ce record-là pour donner un petit peu un ordre d'idée au niveau français. Et donc voilà, on va continuer là-dedans. Et comme tu l'as dit, peut-être aussi un peu plus, non pas populariser, parce qu'après, ça, c'est le choix, le goût et les couleurs des gens. Mais en tout cas, peut-être informer plus les gens par rapport au bodybuilding, plus les sensibiliser, déjà, ce qu'ils découvrent peut-être un petit peu ce que c'est. Mais du coup, via un canal d'un professionnel, et surtout, moi, je me considère plus comme athlète, finalement, tu vois, comme un sportif, et j'aime tous les sports confondus, plutôt que des fois via des canaux comme Confession Intime ou Énergie 12, quoi, tu vois. Donc, voilà, le voir un peu sous un angle de quelqu'un qui en fait son métier avec une vraie approche d'athlète professionnel, comme peut l'être un footballeur, un combattant professionnel, ou etc., quoi. Ok. Alors, on sait la difficulté que c'est d'arriver à Olympia et on sait la difficulté que c'est d'arriver dans le top 10. Et alors, ne parlons même pas du top 3 et de celui qui gagne Olympia. C'est vraiment, c'est l'élite de l'élite. Il n'y en a qu'un de toute façon. Est-ce que aujourd'hui, t'as espoir de gagner Olympia? C'est-à-dire que tout ce que tu fais et toutes ces qualifications, est-ce que elles ont pour but d'aller chercher la place numéro 1? Alors, très honnêtement, pas du tout. C'est pas du tout un objectif que je me suis fixé. Pour être très honnête avec toi, je m'étais pas fixé non plus l'objectif il y a longtemps d'aller à Olympia. Les choses, elles se sont faites au fur et à mesure. J'ai jamais voulu me fixer des objectifs de ouf, en tout cas là-dedans, parce que j'avais pas envie de me frustrer non plus. Parce que c'est quand même un sport assez compliqué. Il y a quand même peu d'élus, tu vois, et pour diverses raisons d'ailleurs, qui peuvent être aussi du coup génétiques, etc. Donc voilà. Et aujourd'hui, pour gagner Mister Olympia, c'est pas qu'une question de compétences physiques. Il y a une compétence génétique à avoir, il y a une compétence marketing. Il y a être là aussi au bon moment, avoir le bon entourage. Donc bon, c'est beaucoup de choses qui font que. Mais par contre, en tout cas, l'objectif là à court terme, évidemment, sera de rentrer dans le top 10. Déjà, je pense que l'année dernière, je le méritais sans aucun problème. Mais du coup, on va aussi devoir modifier certaines choses pour y accéder plus facilement, quoi. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes maintenant, si tu comptes les années? En musculation, ça va faire waouh, j'ai l'impression de me prendre un coup de vieux de ouf du coup. Euh, j'ai commencé la muscu sur l'âge de je pense 16-17 ans, tu vois. Donc ouais, ça va faire 16 ans vraiment, quoi.
Putain, 16 ans d'entraînement, bon, alors au début, évidemment, quand t'as commencé, t'avais peut-être pas pour espoir ou objectif d'être pro et d'aller à Olympia, mais au fur et à mesure, ça s'est fait, mais en fait, ça si s'est tu fait, veux, ça s'est déblayé, quoi. je connaissais tout simplement pas le bodybuilding quand j'ai commencé la musculation. Pour moi, je connaissais rien. Pour moi, c'est un milieu qui n'existait pas. Enfin, tu vois, c'est genre le truc, j'en avais aucune connaissance, quoi. Et c'est après plusieurs années où on m'a dit, tu sais, il y a des compètes de machin. Je me disais bien que il y avait des compétitions, tu vois. J'avais entendu vaguement que Schwarzenegger avait été bodybuilder, si tu veux, quoi. Mais vraiment, j'étais un néophyte, mais complet, quoi, complet. Moi, je sortais de sport-études dans le gymnastique. Je travaillais en alternance dans la restauration parce que j'avais pour projet de me développer dans tout ce qui était hôtellerie-restauration et ouvrir des restaurants à terme. Et moi, c'était vraiment une passion aussi, tu vois, la restauration, l'hôtellerie. Donc, étant en apprentissage, et comme j'avais déjà un physique, j'avais pas envie, si tu veux, de perdre ça. J'étais déjà musclé via la gym, j'aimais bien le muscle, j'avais envie de m'entretenir et pourquoi pas d'être même plus musclé, tu vois. Et il se fait que tout simplement, esprit de compétition aidant, dès que je suis allé à la salle, tu sais, à chaque fois que je m'entraînais, c'était comme un mec qui se préparait pour une compète, quoi. Et on m'a dit, ah, mais tu sais, il y a, comment dirais-je, il y a des compétitions, tatati, tatata, et je crois que c'est de la façon la plus simple et débile qui s'est faite. Peut-être que des milliers de mecs ont raconté ça, mais en fait, c'est mon patron, il m'a passé les pumping iron et j'ai découvert qu'il y avait des compétitions, quoi, tu vois. J'ai regardé les pumping iron avec les reportages documentaires avec Arnold Schwarzenegger de cette époque-là, avec les Mister Olympia. Les mecs, en plus, ils avaient une vie un peu cool, ils étaient entre potes et tout. Je me suis dit, putain, mortel, tu vois. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je vais peut-être me faire une compète, ayant tout le temps le goût de la compétition. C'est un truc que tu peux pas, c'est ça en toi, c'est une drogue, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, bah vas-y, je vais faire des compètes, hein. Mais j'avais aucune idée de quoi que ce soit, quoi. Mais sachant que, alors tu l'as dit, tu es le deuxième à s'être qualifié pour la 3e fois Olympia en tant que Français depuis la nuit des temps. Donc, enfin, c'est que tu représentes, t'es dans l'élite, je veux dire, dans l'élite du bodybuilding français. Est-ce que quand tu commences la muscu directement, tu te dis, je suis fait pour ça. Tu vois, si on considère que t'es dans l'élite, donc c'est que finalement t'es fait pour ça. Est-ce que tu l'as senti directement, ça? Mais en fait, je l'ai senti via les gens. Moi-même, si tu veux, je me suis jamais dit, waouh, putain, je suis fait pour ça, quoi. J'ai toujours été le mec un peu musclé le mec musclé de ma classe ou machin, musclé pour mon âge. Mais si tu veux, non, moi je l'ai pas senti parce que je venais d'un sport qui était la gymnastique et où déjà les mecs avaient déjà une belle musculature, etc. Je m'entraînais avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Donc moi, quand je suis allé en salle de sport, les mecs étaient tous presque moins musclés que tous les gymnastes que je voyais. Tu vois. Donc je me suis pas dit bon. Et si tu veux, quand après j'ai vu des mecs de la salle où j'allais, ils étaient en formation, tu sais, pour avoir leur diplôme de coach, des mecs qui avaient fait un peu comment dirais-je, ça faisait des années qu'ils faisaient de la muscu, qui étaient à fond dedans et tout. Et évidemment, au bout de 2 semaines, tu vas me faire des développés haltères avec les 40 kilos. Je commence à avoir des stries sur les pecs, tu vois, à 17 ans. Évidemment, tu vois, c'est débile, mais tu vois, les gens, ils pensaient même que je prenais des produits, j'étais pas naturel à cet âge-là, quoi. Donc, alors que pas du tout, quoi. Et je suis monté il me semble, à 19 ans, je faisais 91 kilos à 19 ans. 91 kilos en étant naturel, en ayant les abdos et les stries, quoi, tu vois. Quand les premières années que j'ai fait en musculation, 16-17 ans, je faisais 86 kilos, quoi. Et pour remettre combien? Je crois 78, 79, tu vois. Je dois faire 1m80, tu vois. T'es pas petit, hein, pour un body, surtout pour un mec qui va en open. Tu fais partie des grands en faisant 1m80. Ouais, en open, je fais partie, entre guillemets, des grands, mais on est tous un peu plus grands qu'à une certaine époque, tu vois, j'ai l'impression maintenant. Pour avoir concouru avec tous les gars, on sait que je suis pas le plus petit, hein, mais on est quand même quelques-uns maintenant à être assez grands, là où à l'époque, ça faisait vraiment une différence de taille par rapport aux autres. Là, pour le coup, on est quand même plutôt pas mal à être assez grand. Être un peu plus au-dessus de la moyenne, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, mais on a tendance à avoir le bodybuilder, et c'est Michael Gunnell aussi qui en parlait régulièrement, tu sais, forcément avec les morphologies, avec les avantages, que ce soit des mecs petits, un peu courts sur pattes, qui sont en open, parce qu'ils ont plus de facilité à remplir des parties du corps, et ensuite l'harmonie fait que. Et si toi tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de gras, est-ce que t'as
T'as une théorie, t'as une explication pour ça qui fait que Je plus pense de gens que non, je sais pas. Je pense que c'est générationnel là. Des fois, tu sais, c'est tout simplement ça, quoi. Tu sais, il y a des comme dans tous les sports, il y a des, tu sais, il y a des générations, tu vois, je veux dire, de type des fois d'athlètes ou d'un vivier plus ou moins fructueux. Là, en l'occurrence, on a quelques mecs assez grands qui sont plutôt dotés d'une bonne génétique, ce qui fait qu'il y a une assez belle ligne. Après, je te dis ça, les deux premiers à Olympia, ils font 1m68, ça se trouve, tu vois. Mais Hmm. mais on a quelques grands qui ont débarqué et qui ont plutôt des belles lignes, etc. Et je pense qu'on revient un petit peu aussi à ça, tout simplement dans le bodybuilding, où la ligne générale, si tu veux, commence à recompter un peu plus que fut un temps. Ouais, qu'à l'époque de Big Ramy. Et alors attends, parce qu'il y en a un en ce moment, alors j'ai plus son nom, bah, tu dois l'avoir. C'est un mec qui fait sensation parce qu'il a un physique de Parjo. Je sais pas si c'est un Américain, mais qui a l'air d'être absolument énormissime. Comme si le mec, il était pas constitué comme nous. Je sais pas si tu vois de qui je parle, hein. Là, je t'avoue que c'est un peu vague, là. Ouais, c'est un peu vague. C'est un type qui est monté sur les réseaux. Je vois souvent de la vie qui poste des photos de lui. Je sais pas s'il a participé à Olympia l'année dernière. Je pense pas qu'il ait fait quelque chose, ou alors il a pas Un été black, dans les premiers. Ouais, mais tout le monde dit putain, mais lui c'est sûrement un qui a un futur Mister qui a un Olympia. coup énorme. Exactement, ouais, c'est lui. Ouais, Alex Avec des Mosquera. trapèzes monstrueux. Alex Mosquera. Non, 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 il a pas été qualifié à Olympia, non. Non. Alex Mosquera. Attends, je vais regarder si c'est lui. Ouais, c'est lui, ouais. Rubiel Rubiel, Mosquera. ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, non, mais il a des trapèzes, c'est indécent. Et lui, pour le coup, tu vois, j'entends beaucoup qui disent que c'est un futur Mister Olympia parce que le mec, il est juste monstrueux. Mhm. Est-ce que tu penses que le fait qu'il ait pas une ligne un petit peu plus esthétique, ça pourrait lui jouer préjudice ou je sais pas Oui, si t'as bien un sûr. avis là-dessus. Ouais, ouais. Ah, bien sûr. Moi, je pense il sera à Olympia. Il sera peut-être dans le top 5, je sais pas, mais il sera à Olympia. Mais pour des raisons, Ouais. déjà, oui, c'est sûr, physiquement, il est incroyable, tu vois, mais c'est surtout que ce sera marketing, tu vois. Ah ouais, Ah ouais, ouais. parce que le mec va prendre sur les réseaux, Bah, regarde, il va aujourd'hui, prendre en toi, t'en parles, popularité quoi. aussi. C'est tout simple. Ouais, ouais, ouais. Et il faut pas Ouais, donc oublier ça un va mettre truc, un peu c'est plus de lumière. Ouais. il faut pas oublier une chose, et je pense que ça, les combattants professionnels depuis la nuit des temps, ils le savent, tu vois, c'est que les sports professionnels, ça reste un show et un divertissement, et il faut donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir aussi, tu vois. C'est ce qui fait aussi l'industrie de notre sport, et parce que ça reste un business. Et tu vas jamais trouver des combats avec des combattants qui sont très très bons, mais qui ont aucune notoriété, tu vois. Hmm. Et toi, ça, tu l'as compris assez tôt ou Bah en fait, dès le qu'il fallait début, moi, justement travailler cette image? Ouais, dès le direct. début, enfin moi j'ai trouvé ça en fait logique, tu vois. Enfin, à partir du moment où c'est une industrie, ça me paraît normal que en fait les gens sont là pour gagner de l'argent, tu vois. Donc il y a des choses qui pour moi sont logiques, il y en a d'autres qui sont injustes aussi. Mais mais si tu veux, je te prends l'exemple d'Olympia, pas cette année, mais l'année dernière, enfin 2022. On se retrouve avec un Brésilien dans le top 10 qui fait 10e, Rafael Brandao, et on se dit, bah, par rapport aux athlètes qu'il y a derrière, tu te dis, il y en a bien deux, trois qui pourraient être à sa place aussi, tu vois. Ça aurait clairement pas fait de différence. Mais, donc je dis pas qu'il a pas le physique pour y être, hein. Il a le physique pour y être, mais si tu veux, voilà, ça aurait pu être d'autres aussi. Finalement, qu'est-ce qui peut aussi faire la différence? C'est que le mec, il a 2 millions d'abonnés, des Brésiliens qui sont à fond, et quand tu vends du pay-per-view, vaut mieux mettre en finale un mec qui a 2 millions d'abonnés Hmm. qu'un mec qui en a 60 000, tu vois, parce que t'es susceptible de vendre quand même beaucoup plus de pay-per-view. Eh ben écoute, expliquer comme ça, c'est très clair, tu vois. Ça fait longtemps que je l'entends ce discours de la part de plein de personnes qui expliquent justement que plus t'as de la notoriété, plus t'as de chances d'être qualifié, d'avoir des places un petit peu hautes. Mais tout ça semble un peu flou. Tu me diras, j'apprends rien je suis pas, tu viens pas de révolutionner ma façon de voir les choses, mais tu vois, de cette manière, tu l'expliques comme ça, qu'effectivement, il va ramener plein de monde en pay-per-view, et les gens ne vont pas nécessairement se déplacer à Olympia. Je veux dire, ça, je sais pas où se passe la compétition. Non, mais de toute Ils vont façon, pas c'est forcément complet avoir à des chaque places fois. au même Donc, endroit. tu vois, la seule façon En de faire plus. plus d'argent, c'est le pay-per-view.
Ouais. Et toi, tu essayes de faire à ton niveau aussi. C'est que alors, tu t'es remis un peu. Enfin, tu t'es remis. Non, tu fais des vidéos de YouTube depuis longtemps, mais j'ai l'impression que depuis quelques mois, t'as une nouvelle stratégie ou t'as une stratégie Ouais, ouais. qui est un petit peu plus régulière. Ouais, non, c'est ça. Bah, bien sûr, je suis en train de voir tout ça aujourd'hui. Je commence à signer de plus en plus des gros contrats, donc j'essaie aussi d'investir là-dessus. Et parce que tout simplement, pour mon sport, donc vraiment pour l'aspect sportif, j'ai compris qu'il fallait que, si tu veux, je me markete un petit peu pour plus facilement rentrer, notamment en finale. Parce que tu vois, très honnêtement, cette année, enfin ma place en finale, je l'ai sans aucun problème du point de vue physique. Seulement, il y a des gars qui sont devant. Surtout un qui est du coup le 10e, tu vois. C'est un mec qui a déjà fait Olympia, c'est un Américain, il a gagné des compètes sur le sol américain. Voilà, et on pourra dire ce qu'on veut, mais t'es aux États-Unis, chez les Américains, et quelque part, le vieux continent, des fois, ils s'en battent un peu les couilles, tu vois. Désolé pour le terme, mais c'est une réalité, quoi. Donc voilà, je pense que si jamais j'avais gagné mes concours pour me qualifier aux États-Unis, je pense que probablement je ferais une finale, tu vois. Maintenant, bon, écoute, c'est pas un problème, c'est le jeu, tu vois. Mais du coup, pour l'aspect tout simplement sportif, il va falloir que j'augmente un petit peu ma visibilité là-bas. Du coup, j'ai pour projet d'aller là-bas et faire des vidéos là-bas, notamment avec de gros athlètes, tu vois, pour me montrer avec eux, que les gens voient que, bah, en fait, le niveau c'est le même, voire des fois c'est mieux, etc., etc. Et puis voilà, on parle plus de toi, t'es un peu plus dans l'industrie. Et d'une manière vraiment carrière et professionnelle beaucoup plus globale, à savoir qu'aujourd'hui, bah, la notoriété aussi, elle te permet de tout simplement de faire des business, de produire aussi de l'argent pour faire des investissements, etc., etc. Donc de développer en fait son image, c'est aussi de développer ma société. Ma société, c'est moi. Donc voilà. T'es un peu là-dedans. Comment t'expliques qu'un mec comme Adi Chopin, Ouais. il est gagné Olympia, il y a, je sais plus, il y a quoi, un an, 2 ans ou 3 ans, je sais En plus quand il a 2022, gagné. ouais. Ouais, il y a un an et demi, du coup. Comment t'expliques qu'il ait gagné? Est-ce que c'était un mec bankable? Est-ce que tu penses qu'il y a une part de stratégie marketing qui se sont dit on va faire gagner un Iranien parce qu'il y a toute une histoire derrière. Je crois qu'il est iranien, hein, si je dis pas de conneries. Ouais. Parce qu'il y a toute une histoire derrière. Il a galéré pour se qualifier et c'est un peu l'outsider qui devient héros. Ou alors c'est parce qu'il a ramené du monde. Comment tu t'expliques toi cette Bah, victoire? déjà, il faut savoir qu'en Iran, c'est un dieu vivant, hein, Adi Chopin. Hein. Pour donner une idée, il a une statue quand même à son effigie, quoi. Ah ouais, putain, je savais pas ça. Donc, tu vois, ici, je veux dire, même un gars qui est plusieurs fois champion olympique comme Teddy Riner, il va pas avoir une statue, ni même une rue, ni même une place à son nom, tu vois. Donc, déjà, on Pas part pas du encore. tout sur le même principe, tu vois. Adi Chopin, quand il rentre en Iran, il y a un bus à l'anglaise, à l'impériale qui est là, et c'est l'impression que c'est les joueurs de foot qui reviennent de la Coupe du Monde qui ont gagné, quoi. C'est incroyable. Donc, déjà, il y a tout un élan là-dessus. Comment dirais-je? Euh, la Ligue veut se développer dans le monde arabe aussi, Moyen-Orient, tu vois. Aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens par rapport au Qatar, à Abu Dhabi, machin, etc. Notamment l'Oxygen Gym que peut-être que tu connais. Il y a de gros investisseurs dans le monde du bodybuilding, ils veulent développer les choses chez eux. Donc évidemment, politiquement, c'est quelque chose de bien aussi, de mettre en avant un petit peu ces gens-là via Big Ramy qu'il y a eu ou Adi Chopin. Après, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Adi Chopin, il était dans une condition que personne n'avait, tu vois. Donc, moi, je pense que à la base, initialement aussi, il jouit un petit peu d'un creux générationnel qu'il y a eu ces dernières années. Et tout simplement, il a apporté le meilleur physique aussi ce jour-là, tu vois. Ça, on peut pas le nier. Demain, si tu es vraiment au top du top, on peut aussi pas forcément le nier, surtout si en face de toi, il n'y a pas un gros renom gigantesque. Parce qu'il y a certaines années, même à l'époque des Ronnie Coleman ou des Jay Cutler, il y a des fois où il y a des titres qui étaient un peu à remettre en question aussi, tu vois, il faut l'avouer. Mais là, tu n'avais pas un nom comme ça en face. Il cherchait quelqu'un de nouveau. Ça s'est tombé comme ça, quoi. Mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a un espèce de creux. Tu sais, il y a plus une figure. Enfin, depuis Phyllis, il y a plus cette figure qui gagne. Alors en open, parce qu'évidemment, il y a Chris Bumstead qui explose totalement en classique. Mais il y a plus de figure qui revient chaque année où on se dit,
Est-ce que ce mec va être détrôné cette année? Tu vois, à l'époque de Schwarzy, l'époque de Coleman, de Jay Cutler, c'est les mecs qui gagnaient Olympia plusieurs années d'affilée. Il y avait cette idée, est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont se faire détrôner? Et cette année, là, depuis, je sais pas, alors je suis ça de loin, je suis loin d'être un pro, mais tu vois que les noms, chaque année, changent, tu vois. Il y a eu Brandon Curry, il y a eu Big Ramy, il y a eu Adi Chopin. L'année dernière, je sais plus qui c'est qui a remporté. Je sais même pas si je l'ai su d'ailleurs. Il y a un truc où tu vois ça perd un peu de sa saveur parce que c'est un peu comme au tennis. Je trouve que à partir du moment où t'as Nadal, Djokovic et Federer, alors je parle de quelques années dernière, qui se battaient un peu, tu vois que c'était les trois qui se battaient et qui étaient là depuis 10 ans. Il y avait un espèce de truc, c'était excitant. Et puis là, bon, je suis un peu moins le tennis. J'ai l'impression qu'il y a un trou, tu vois. Il y a plus de grands champions et en bodybuilding, ça me fait cet effet. Oui, bah parce que voilà, tu peux pas. C'est comme on l'a dit, c'est des creux générationnels. Tu peux pas. Dans n'importe quel sport, des fois, il y a un petit peu comme ça pas des rétropédalages, mais tu sais où il y a un peu moins d'entrain, il y a un peu moins de monstres physiques qui débarquent, etc. Et en fait, tout simplement, il y a aussi tous les anciens qui étaient là depuis un moment, qui ont pris leur retraite, tu vois. Et en fait, c'est arrivé vraiment c'est une fin de génération. Et derrière, il y a eu une relève. Et pour l'instant, la relève là donc qui arrive, elle était quand même un peu jeune, tu vois. On était tous un peu jeunes. Du coup, en fait, ça commence à revenir tout doucement. Après, très honnêtement, cette année, le Mister Olympia, il s'appelle Derek Slanford. C'est un Américain qui a un physique extraordinaire, qui a gagné du coup en 212 avant. C'est un blanc américain. À mon avis, il est très jeune. À mon avis, il y a de grandes chances pour qu'il soit là pour un moment, tu vois. Ah ouais, d'accord. Derek Lunsford. Bah tu vois, je savais même pas que c'était lui, j'avais même pas suivi, j'avais pas regardé. Ok. Et Il a est-ce que tu te il a le CV considères parfait, comme quoi, tu vois. ouais. Tu te considères toi comme le je sais pas faisant partie de la prochaine catégorie. Enfin, dans ta tête, est-ce que tu t'es là pour les 10 prochaines années encore Ah oui, je Comment pense. tu te En fait, perçois si tu sur le veux, futur? il faut savoir que ton prime dans le culturisme, il arrive à 35 ans, tu vois, à peu près. Ça débute à 35, donc j'y suis pas encore. Donc, euh, donc voilà. Et moi, oui, je me considère dans cette génération-là parce qu'on apporte des physiques un petit peu différents, etc., machin. On a une fraîcheur et puis. De toute façon, moi, j'évolue tous les ans, donc je pense que oui. Après, j'ai largement ma place avec ces mecs-là. Je te parle pas du top 5, évidemment, tu vois, mais en tout cas, sur les finales. Ouais. Alors moi, je me souviens, je sais que je t'ai vu en vrai. Il me semble une fois, et quand je dis il me semble, je suis quasiment sûr. C'était, et tu vas me confirmer, c'était, alors il y a longtemps, c'était à Biarritz. J'en ai déjà parlé dans ce podcast, je sais plus dans quels épisodes. C'était IFBB France finale. À Ouais. l'époque, c'était Jojo Rush qui était. Alors j'avais croisé. Alors j'avais pas croisé Jojo Rush, c'est un pote qui l'avait croisé. Moi, malheureusement, j'étais parti à ce moment-là. Il était entraîné par Lorenzo Baker. J'ai réussi à avoir une photo avec Lorenzo Baker à l'époque, et puis encore aujourd'hui, je pense. Enfin, aujourd'hui, je sais pas. Je sais il a laissé tomber. Enfin, il a eu une pause, mais son biceps faisait la taille de ma tête sur la photo. C'était quelque chose. Et il me semble que je t'avais vu. Dans les places assises, t'étais à 2-3 sièges de moi. IFBB France à cette époque-là. Est-ce que et Jojo Rush n'avait pas gagné, il avait fait finaliste et bon, ça avait fait un mini scandale parce qu'on disait que c'était lui qui devait avoir la place. Est-ce que c'était bien toi? Ah oui, oui, moi j'étais là-bas. Ouais. Ok. Et à l'époque, t'étais déjà dans le body. Enfin, je veux dire, À tu faisais de la l'époque, là, compète. je préparais les championnats du monde Ok. pour Donc l'année t'étais pas d'après. pro. Non, Ou j'étais si pas pro t'étais du pro. tout, non. Non. Ok. Et t'as gardé contact avec Jojo Rush parce que en parcourant un peu ta chaîne, j'ai vu que t'avais fait une vidéo avec lui aussi. Ben, je l'ai coaché même. Finalement, c'est un petit. Ah, et tu l'as coaché. Ok. Ouais. Et ça s'est Il a un arrêté. gros physique lui aussi. Hein. Ouais, je sais pas. Et il a un gros physique lui aussi, sauf que j'ai vu qu'il a eu des problèmes de santé malheureusement. Bon après, je connais pas tous les trucs, mais je connais pas Non, non, mais toutes les coulisses, tous les trucs. Mais... c'est que je pense que Geoffrey, il a une génétique qui est il est doté d'une génétique incroyable. Maintenant, je pense que il faut pas que ça, tu vois, justement, pour réussir dans ce sport-là. Et sur le reste, c'est un peu plus compliqué pour lui, tu vois.
Et après, j'espère qu'aujourd'hui, je pense que tu sais, il est, enfin moi à l'époque où je l'ai eu et tout, etc. Il était encore un peu jeune peut-être sur sa vision des choses. Il comprenait pas forcément tout ce qu'on lui disait. Et quand on n'allait pas dans son sens et qu'on essayait de lui expliquer un petit peu, il prenait peut-être pas ces conseils-là comme il fallait. Et il avait l'impression peut-être qu'on s'occupait pas forcément de lui ou que, etc., etc. Et je pense qu'il était un peu entêté et qu'il avait un peu de mal à se remettre lui en question. J'espère qu'aujourd'hui il l'a fait. En tout cas, il a l'air d'être avec une copine avec qui il est heureux, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui il a un peu grandi, il a une autre vision des choses, mais je pense que voilà, il n'y a pas que la génétique physique, parce que je dis qu'il y a aussi une génétique mentale, tu vois. Et si tu veux, c'est ça qui est un peu qui lui manque pour. Mais sinon, si dès le début il avait eu ce truc-là, je pense qu'aujourd'hui il sera à Olympia sans aucun problème et avec des super résultats, bien plus que quelqu'un comme Stéphane, par exemple. Tu vois. Ah ouais, ok. Ah ouais, putain, c'est vrai que. Alors ça me fait penser. Ce que tu dis me fait penser parce que j'ai enregistré, comme je dis, il y a pas si longtemps avec Pierre Le Sueur, que c'est un milieu où la génétique joue beaucoup, mais pas que la génétique physique, c'est le mental. Ouais. Comme tu as dit, quoi, c'est le fait de la discipline, être capable de tenir, être capable de se fixer des objectifs, de faire le travail. Ça c'est compliqué. Et puis jongler avec la vie aussi. Et alors bon, on parlait aussi de la réceptivité aux produits, le fait d'être capable d'encaisser des entraînements, d'encaisser des choses, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que l'étau se resserre un maximum. Mm-hmm. Euh, et j'avais demandé à Pierre, je dis, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le bodybuilding, ça fait partie des, euh, des activités où la génétique compte le plus, en termes sportifs, hein, où la génétique compte le plus et alors, je te pose la question, je dis, toi, est-ce qu'aujourd'hui, le sport que tu pratiques, l'activité, est-ce que tu penses que c'est celle qui requiert le plus de compétences, d'avantages génétiques pour être parmi les plus gros, quoi. Enfin, les plus gros. Honnêtement, Dans le top 10 olympien. en fait, de le dire, ce serait un peu facile dans le sens où c'est mon sport, donc j'en ai une vision, comment dirais-je, vraiment complète Ouais, et correcte, alors que dans d'autres sports, je vais pas connaître, si tu veux, toutes les particularités qui font que tu es bon. Tu vois ce que je veux dire? Notamment du point de vue génétique. Mais je te donne un exemple tout simplement comme le cyclisme. Il suffit pas, enfin, je veux dire, n'importe qui verra qu'en cyclisme, à la limite, au Tour de France, tu as deux mecs qui se tirent la bourre, voire trois, et le reste, c'est déjà une autre planète pour le top 10. Et le reste encore derrière, c'est encore une autre planète. Et que quoi que tu fasses, et je veux dire, c'est pas une question, on pourrait parler de dopage ou ce que tu veux, le dopage, il est accessible à tout le monde, hein, tu vois. Donc, je pense que dans le cyclisme, il y a une part de génétique gigantesque aussi, avec des mecs qui arrivent à repousser leurs limites hyper loin, et tu as des gars, tout simplement, ils disent, on sait pas comment ils font, on n'arrive pas à les suivre, tu vois. hmm. Parce qu'ils ont des compétences pareilles, cardiaques et génétiques de par comment ils sont faits. Par exemple, tu vois, je crois que Bernard Hinault, il avait fait des échographies, il passait des examens et justement, il avait des battements un rythme cardiaque qui était complètement anormal par rapport à la réalité, tu vois. Hyper lent, ouais. Donc, euh, donc voilà, je pense que, tu vois, par exemple, le cyclisme, pour avoir regardé des reportages ou des machins, voir, si tu veux, tu sais, les gaps qu'il y a entre les bons, les ultra bons et les corrects, alors qu'ils sont tous professionnels, ça fait que tu te dis qu'effectivement, il y a forcément une énorme part de génétique aussi. Mais du coup, je pense que c'est vraiment dans tous les sports, tu vois. Par exemple, je vais te prendre l'exemple du basket. Déjà, structurellement, il y a un moment, la vie s'oppose à toi, quoi, tu vois. Si tu fais pas une certaine taille, déjà, ça va quand même être vachement plus compliqué. Après ça, il y a tous les gens qui font une certaine taille, bah, tous les meilleurs, ils seront pris. Et après, dans tous les meilleurs, il y aura aussi tous les gens, du coup, qui ont cette aptitude à se donner ou à pas se blesser. Et dans tous ces gens-là, il y aura aussi le mec, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, je pense que quand tu touches, en fait, tout simplement au plus haut niveau mondial, quoi qu'il arrive, oui, les taux se resserrent, c'est inévitable. Ouais, c'est vrai que peut-être le body, c'est le sport le plus visible, puisque Oui, oui, c'est c'est ce que ça. tu montres. C'est ça exactement. Sauf que tu vois, je pense que c'est le plus visible. Alors c'est peut-être celui qui demande le plus de rigueur, notamment avec les sports de combat. Et encore, les sports de combat, c'est pas toute l'année, mais qui a demandé le plus de rigueur et qui, du coup, voilà, du fait que tout soit optimisé, on va vraiment pouvoir le voir, tu vois. Mais c'est pareil dans un sport de combat, il peut y avoir un aspect génétique, structurel, un petit peu moins, tu vois ce que je veux dire. Même si une allonge peut jouer ou quoi que ce soit, mais il va avoir aussi un ressort psychologique qui est incroyable sur le fait de sa préparation et de l'envie d'avoir la dalle, tu vois, et de rentrer dans une cage et d'arriver à switcher en étant un animal, tu vois.
limite un assassin, tu vois. Donc il y a des mecs qui sont à l'entraînement, ils sont extraordinaires dans les sports de combat. C'est des boxeurs incroyables, mais par contre, quand il faut partir à la guerre, c'est des gens qui n'ont pas ce switch-là, notamment dans le MMA, et qui du coup ne gagneront pas des combats, alors que techniquement, c'est peut-être les mecs les plus doués. Ouais, c'est vrai. Et je crois que j'avais discuté de ça avec Cyril Diabaté. C'était pas sur l'épisode le plus récent qu'on a fait, c'était celui de l'année dernière, où effectivement la capacité à, à retranscrire ce que tu as fait à l'entraînement en combat. Il y a des mecs qui sont hyper bons à l'entraînement tout le temps et quand ils sont en combat, ben ça passe pas. C'est assez fou de voir le nombre de paramètres qu'il y a pour arriver à être champion. Enfin, je veux dire, tu sais, c'est un peu comme le viseur, tu vois. Il faut que la lunette soit en face du viseur, qu'il soit lui-même en face de la cible, tu sais. Et Il faut que calculer tout la soit pression corrélé. atmosphérique, le vent, tout ça, la température. Ouais, exactement, pour arriver à toucher sa cible. Mais tout à l'heure, je te demandais si combien de temps ça faisait que tu t'entraînais, parce que 16 ans, c'est un des trucs auquel j'ai pensé. Je me dis, tiens, je vais lui poser cette question quand on va enregistrer. Est-ce que t'en as pas marre au bout de 16 ans, sachant que tu te dis, putain, le mec il s'entraîne, alors peut-être pas pro, parce que tu m'as dit que t'as pas démarré la muscu en voulant être olympien, mais à partir du moment où tu t'es dit, bon, là j'y vais, je veux faire carrière, putain, tu t'es entraîné à fond. Je veux dire, c'est pas comme le lambda qui fait 4 séances par semaine, tu vois, qui va à la salle, qui aime pousser un peu des charges. Non, toi, c'est un truc à fond. Tu dis pas, j'en ai marre de soulever des charges, ça me saoule. En fait, il faut savoir une chose, c'est que déjà, au début, quand tu commences, t'as un côté passion et du coup plaisir. Donc, à chaque fois que tu vas à la salle, c'est ton moment de plaisir. T'as un boulot à côté, etc. Et tu vas à la salle et du coup, là, c'est ta passion. Il se passe déjà une chose quand tu deviens professionnel, c'est que ta passion devient ton métier. Quand ça devient ton métier, et forcément, tu y grèves des contraintes, comme dans tout métier. Dans tous les métiers qu'on exerce, il y a des choses qu'on aime et il y a des choses qu'on n'aime pas. Là, c'est exactement pareil, tu vois. T'as beau faire de ton métier ta passion, dans n'importe quel travail, il y a forcément des contraintes professionnelles si tu veux réussir à être bon et tout simplement à que ça soit viable. Donc, évidemment, il y a des contraintes. Après de ça, évidemment, il y a le temps, il y a les blessures, il y a plein de choses et devoir garder justement cet appétit-là. Et aujourd'hui, il faut savoir que la motivation, et dans n'importe quel sport, c'est pas ça qui te fera gagner. La motivation, c'est comme ça, quoi. Tu vois? Oui, c'est comme la météo, quoi. Voilà. Tu peux pas, du coup, tu ne gagneras jamais quoi que ce soit en t'asseyant sur ta motivation. C'est impossible. Si t'as envie d'être motivé, tu seras jamais dans le top mondial. Mais il y a un autre truc qu'on appelle la discipline, tu vois. Et elle, la discipline, si tu te la donnes carrément, elle pourra faire comme ça plutôt, tu vois. Tac, des fois un peu descendre, mais voilà. Elle sera pas aléatoire. La discipline ne sera pas aléatoire parce que tu te fixes quelque chose et tu t'y tiens et tu le fais parce que ça doit être fait, pas parce que tu as envie de le faire. Tu vois? Donc, évidemment, oui, après toutes ces années et en se donnant des objectifs assez élevés, etc., il y a des fois, oui, c'est juste tout simplement de la discipline et la motivation n'est pas là. Et des fois, elle n'est pas là pendant 3 mois. Je peux arriver à la salle à chaque fois et me dire, ah, putain, fais chier. Voilà. Mais c'est mon boulot. Et, si je veux arriver à ce que je veux, à arriver aux objectifs que je me suis fixés, à ce que je me suis donné, à ce que je me suis engagé avec moi-même, je suis obligé de passer par là, tu vois. C'est comme ça. C'est la condition sine qua non pour réussir. C'est-à-dire que même quand t'as pas envie, même quand t'as mal, même quand ça te fait chier, même quand tu chiales, même quand tu tout, eh ben, le fait d'y aller et de faire le boulot, c'est ce qui te fera gagner. Et c'est ce qui fait la différence entre je vais pas dire genre entre un champion, parce que ça fait genre vraiment le mec qui se prend pour un champion, mais bon, voilà. Entre un champion et un petit peu et quelqu'un qui l'est pas, un peu quand même un champion. Ouais. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que t'aimes pas? Tu vois, tu me disais, il y a des choses que t'aimes pas, que t'es obligé de faire. Il y a des choses que t'aimes. Écoute, tu sais, quand t'as mal partout, quand t'as mal partout, des fois tous les jours, et que t'es fatigué, parce que des fois ça arrive d'avoir des périodes où t'es fatigué, et que t'arrives à la salle et que tu dois, et que tu dois faire un gros training de dos ou de cuisses, tu vois, et que, mec, t'es pas dedans. Alors que tu sais que tu vas là, va falloir que tu te mettes en PLS, quoi. T'es déjà au courant que dans ta séance, tu vas faire des trucs où tu vas être au bout de ta vie, tu auras le cardio qui va monter plein gaz, tu vas te retrouver presque allongé par terre parce que tu t'es flingué et tu t'es mis la guerre sur une série. Et tu sais que parce que s'il y a que comme ça que ça marche, tu vois.
Donc, euh, donc des fois, t'as juste pas du tout envie de ça, quoi. T'aimerais être tranquille, où je m'entraîne juste tranquillou, on écoute de la bonne musique, je me fais juste un pump, une petite congestion, discuter avec les copains, etc. Tu vois. Hmm. Mais d'où c'est que tu tiens cette discipline parce que c'est pas donné à tout le monde Non. d'être dans cet état-là et d'y aller quand même, d'être la donner quand même. Je veux dire, Mais je pense qu'il y a est-ce que ça plusieurs. aussi, tu penses qu'il y a une part de génétique Ah ben, dans un sens? incontestablement. Et je l'ai vu chez plein d'athlètes qui avaient très souvent, c'est marrant, mais les athlètes qui sont doués d'une super génétique ou d'une technicité incroyable dans un sport, très souvent, ils ont du mal à faire ça, tu vois. Et j'en ai vu, sans citer de nom, mais je pense que ça, en fait, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû à ton éducation, c'est dû, comment dirais-je, à ton passif, on va dire, personnel, tu vois, et si jamais tu as pratiqué un sport avant, etc. Je dis ton éducation parce que, évidemment, de la manière dont tu éduques tes parents pour avoir quelque chose, etc., etc., euh, ça va aussi te, ça va aussi te formater, tu vois, là-dedans. Si tu te donnes tout à ton enfant et qu'il n'y a pas de contraintes, etc., machin, lui, il va pas réussir à s'en mettre. Ça paraît évident, tu vois. Si c'est constitué dans un monde où il y en avait plus ou moins pas et que pour avoir quelque chose, il s'est pas fait mal. Donc c'est débile, mais t'es comme un chien. L'être humain, c'est la même chose, tu vois. Si le chien, il a pas fait un truc sympa pour avoir une croquette, il comprend pas qu'il faut faire ça pour avoir des croquettes, quoi, tu vois. Donc la récompense n'est pas Ouais, c'est affiliée à un la travail. récompense quoi. Exactement. Hmm. Donc voilà. Après, je dis ton passé personnel. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chose où, avec tes traumatismes, tes peurs, tes craintes, tout ce qui s'est passé pour toi dans ta vie, ça peut te donner une certaine violence en toi ou quoi que ce soit qui fait que tu vas aller te battre tous les jours, même avec toi-même, tu vois. Et tu vas y mettre du cœur, tu vas y mettre je veux dire vraiment de l'appétit, tu vas y aller comme un dalleux, tu vois. Donc quelque part, c'est un peu, moi j'apparente ça un petit peu à une espèce un peu d'autodestruction, mais dans du sport, tu vois. Donc il y a quelque chose qui peut t'animer en toi, avec laquelle tu te bats. On a tous des histoires, hein, tu vois, et qui font que. Et maintenant, après, un autre sport, moi, c'est du coup la gym aussi qui m'a vachement aussi formaté là-dessus. Parce qu'en fait, c'est débile, mais quand t'as pas mal, en fait, il se passe pas grand-chose, quoi. Tu vois, en gym, quoi. À chaque fois, il y a quand même forcément une douleur ou un truc. Déjà, tout simplement, de faire des assouplissements quand t'as entre 6 et 8 ans, que t'as des mecs qui te tirent sur les jambes et que t'as beau pleurer et appeler ta mère et qu'on n'arrête pas tant que c'est pas fini. On t'a dit 1 minute, c'est 1 minute, tu vois. Les mecs s'en foutent quoi. Ouais. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, hein, parce que sinon, les gens, ils portent plainte. Mais moi, j'ai vécu ça, tu vois. J'ai clairement vécu ça, tu vois, où les entraîneurs, ils te prennent et schlac, tu vois, ils te tirent les jambes. Franchement, je sais pas combien de fois j'ai pleuré, tu vois. Et on pleurait tous. Ah ouais. Et du coup, il y a un moment, tu comprends que bah, c'est comme ça. Tu vois, tu dis, bah, j'ai mal, mais bon, bah, après, écoute, il a dit que c'était 1 minute, on fait 1 minute, et je vais être souple après. Et ça sert à rien que je pleure parce que de toute façon, il va pas lâcher, tu vois. Il y a ça, il y a le fait de s'entraîner à la gym, tu te fais des blessures, des steaks, etc., machin, t'as les mains qui saignent, tu te prends les pieds dans les barres, dans machin, et t'y retournes, et t'y retournes, et t'y retournes, et t'y retournes. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais je donne une explication à ce que tu m'as demandé, tu vois. Et du coup, bah, il fait que moi, après, direct, quand je vais dans un sport, je suis déjà éduqué à ça, en fait. Hmm. C'est-à-dire que n'importe quel sport que je vais pratiquer derrière, je vais comprendre qu'il va falloir souffrir ou me faire mal pour faire quelque chose. Moi, j'associe pas l'entraînement à quelque chose de rigolo. Ça peut l'être, tu vois ce que je veux dire. On peut se marrer avec les potes et tout, mais je l'associe toujours où va falloir que je laisse une partie de moi, tu vois, que ça soit dans l'intensité ou dans la blessure ou dans quelque chose comme ça, tu vois. Donc à chaque fois, je vais lui donner et je comprends qu'il faut que je donne de ma personne dans un entraînement. Ouais, l'éducation et ce par quoi t'es passé, ça t'a vraiment forgé. Et après, bon, peut-être qu'il y a aussi la génétique ou disons la propension à être capable d'encaisser. Mais c'est un ensemble qui s'entremêle et Bien sûr. qui donne aujourd'hui plus de 10 ans d'entraînement assidu. T'as déjà loupé des séances comme tout le monde ou pas? Oui, j'en ai déjà loupé, mais c'était soit pour de très bonnes raisons, soit parce que c'était nécessaire. Tu vois. Ouais, c'est jamais, tu t'es jamais dit sur ces 5 dernières années, bon allez, cette fois-ci, celle-là je la passe parce que j'ai un peu la flemme. Non, jamais. Je me dis ça, par exemple, quand je suis malade, tu vois. Je me dis, bon, c'est peut-être mieux que je me repose quand même parce que je suis malade, tu vois.
Ouais, bah, ce qui est vrai en plus. Hein. Mais ouais, parce que j'ai appris, et c'est quand même assez récent, à mieux récupérer, tu vois, pour être meilleur. Ça, je l'avais pas nécessairement. La plupart des gens font cette erreur-là dans la musculation, que comme quoi la récupération est quelque chose de très très important, surtout un débutant et qui va s'entraîner 7 sur 7, tu vois, c'est complètement incohérent, tu vois. Donc moi aujourd'hui j'ai compris que dans certaines phases il était important que je récupère bien avec des journées où je sois bien en récupération aussi, tu vois. Que ça soit pour mon physique ou même d'ailleurs pour un stress nerveux ou psychologique, tu vois. Donc ouais, mais Ouais. non, j'ai jamais Est-ce raté que ces trucs-là. ça te change ton à partir du moment où tu fais de la compétition, que tu passes en mode OK, cette fois-ci, je fais plus de la muscu, je vais plus à la salle pour avoir un meilleur physique, je vais à la salle pour avoir un meilleur physique que ce que j'ai actuellement, mais j'y vais pour avoir un meilleur physique que les autres. C'est-à-dire que là, tu passes dans une dimension compétition. Est-ce que ça te nique un peu le cerveau dans le sens où à chaque fois que tu vas pas, justement, ce truc de se dire j'y vais pas parce que je dois me reposer, il y a une Ouais. espèce de culpabilité où tu te dis mais pendant ce temps-là, il y a peut-être les autres mecs qui sont en train de s'entraîner et qui sont en train de prendre des gains que moi je ne prends pas en ce moment. Est-ce que tu as ce truc un peu la course à pendant que je me repose, pendant que je fais pas, les autres le font. T'as ce truc là? Oui, bien sûr. Après, je l'ai plus dans le sens où déjà, des fois, ça c'est compliqué pendant les périodes, tu sais, où genre je suis censé me mettre en repos après des combats et tout, et que certains athlètes continuent la saison ou pas, et que je les vois reprendre et tout, et que moi je suis un peu en mode tranquille et je me dis, ça commence déjà à me stresser, tu vois. Mais en fait, je vais pas forcément l'avoir dans le côté, je suis matrixé par mon physique, mais plutôt parce que, en fait, tout simplement, en fait, je suis un entrepreneur dans ce que je fais, tu vois. J'ai des contrats de sponsoring, j'ai des gens qui me suivent, etc., etc. Et c'est un peu j'ai pas envie d'être un imposteur, tu vois ce que je veux dire. Et mine de rien, enfin, je veux dire, il y a des sponsors qui me payent aussi un certain montant, machin, etc. Et je me dis putain merde, il faut quand même que je bosse quoi. Tu vois, des fois je me dis voilà quoi, tu vois, il faut que j'y aille quoi. C'est à la limite plus dans ce sens-là quoi. Plus que dans le fait de physiquement machin truc quoi. Mais là, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Quand tu dis ouais, tu l'es plus pour être mieux physiquement, mais par rapport aux autres, faut savoir que par exemple, moi, j'ai jamais été à la salle pour me trouver beau gosse ou ce que tu veux, tu vois. Ça venait en second. C'est évidemment quand tu pars en vacances et que t'es jeune et que t'as des abdos, des pecs, bah c'est quand même plus cool, tu vois. Mais mais si tu veux, moi je l'ai fait en fait pour me dépasser moi, tu vois. Je l'ai fait pour me dépasser à la salle. J'aimais le muscle, j'ai toujours aimé le muscle, c'est pas la question. Mais j'ai même dépassé à la salle, me mettre la tête en l'air, tu vois, à l'entraînement, à aller pousser des trucs, etc. Et après, tout simplement, aujourd'hui, c'est parce que mon physique, c'est pour faire de la compétition. Et comme tu l'as dit, pour être soit meilleur que certains ou répondre à certains critères. Si aujourd'hui, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas avec le bodybuilding, les gens pensent que tout ce que je fais, c'est pour me sentir beau gosse ou quoi que ce soit. Ça l'est pas du tout le cas, tu vois, dans le sens où déjà, un physique comme le mien, quand tu commences à sortir de la norme, déjà, tu plais à moins de monde, tu vois. Tu plais à une niche. Donc, déjà, ton physique, il Ouais. est trop pour 90% de la population, c'est trop. Peser 130 kilos de muscles avec des veines un peu partout, ça plaît pas à grand monde, tu vois. Il faut quand même se le dire. Et esthétiquement, ça rentre pas dans les critères de beaucoup de gens, quoi. Donc voilà. Et puis après, même d'une façon simplement physiologique, c'est hyper handicapant pour toi tous les jours, tu vois. Donc tu le fais pas pour un truc physique où les gens ils se disent ouais machin ou avoir confiance en toi ou je ne sais quoi, tu vois. Là, on parle de sport de haut niveau et de répondre à une performance, tu vois. Je comprends, je comprends. Je pense on voit bien l'idée, mais parce que moi, je pense aussi. Alors, t'as bien fait expliquer parce que tu vois, ça permet de rentrer un peu dans la tête et dans l'esprit d'un pro de ce milieu-là, parce que c'est un peu opaque. On a du mal à comprendre et surtout, effectivement, il y a cet a priori qui est, il a quelque chose à résoudre. C'est quelque chose, tu vois, il le fait pour lui, mais il passe par de la compétition parce qu'il n'a Mais pas résolu un tournoi mec, passé. Il y a un peu ces idées-là qui se dégagent, je trouve. oui, mais regarde, enfin, je veux dire, prends n'importe quel sport. Mec, est-ce qu'un mec, il Les est combats, normalement, pareil. est-ce qu'un mec, il est normalement constitué pour aller se foutre dans une cage et se mettre la gueule avec un gars? Il a quoi à résoudre? Mais bien sûr. Un mec, il a quoi à faire pour aller traverser la France à vélo et se mettre à la rue totale, quitte à en crever, tu vois? Il a quoi à régler avec lui-même?
Un mec qui court après un ballon, il a quoi à régler avec lui-même? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est pas, C'est juste qu'en fait, comme pas tu l'as dit, uniquement pour le le bodybuilding, bodybuilding, c'est quoi. quelque chose de visuel, beaucoup plus. Ouais. Et, et du coup, les gens associent ça, voilà, du coup, à tous les travers qu'il peut y avoir, esthétisme, confiance en soi, etc., etc. Mais ils voient pas tout le taf que tu fais à côté, bien évidemment, tu vois. Mais du coup, voilà, donc comme c'est entre guillemets quelque chose de visuel, tout est visible, comme ça peut être pour le dopage ou quoi que ce soit, tu vois. Je veux dire, un mec qui se bat contre un chronomètre, ça choque personne que après je suis à ça, je vais me faire flinguer, mais qu'un mec comme Usain Bolt, il court en je sais plus combien, il a couru 9 combien, 60 et quelques. Je sais pas. Je sais pas, je connais pas Je les. veux dire, ça choque personne, alors que mec, c'est c'est juste waouh, incroyable. Et par contre, du coup, quand t'as un mec en face de toi, 9,58. ouais, dans les 9,58, gros, aujourd'hui, les gens, ils arrivent même pas à tomber en dessous des 10 secondes. Limite, en ce moment, dans tous les championnats, tu vois, que déjà, ceux qui tombent en dessous de 10 secondes, c'est les meilleurs perfs de l'année, quoi. Et tu te dis, ça choque personne. Sauf que, par contre, quand tu vois un mec qui fait 120 kilos et que là, du coup, c'est devant toi, tu vois, ah, tu fais, ah oui, putain, merde, quoi. Mais, mec, Usain Bolt, si tu vas courir à côté de lui, en scooter, tu te fais défoncer, hein. Même ton 125, hein. Là, par contre, tu vas peut-être te poser plus de Ouais, mais questions, tu vois. c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. En fait, il y a plein de sports pour lesquels c'est le cas, mais dont on se rend pas forcément compte. C'est vrai que le bodybuilding, étant donné que ça a un aspect hyper visuel, et que c'est aussi un sport qui est aujourd'hui, enfin un sport, une discipline qui est pratiquée par énormément de gens qui ne font pas de compète, qui le font uniquement pour le loisir et pour d'autres raisons. On tendance à mélanger tout ça. Mais tu vois, dans les sports de combat, je te rejoins à 100%. Je veux dire, qui aujourd'hui est prêt et c'est la discussion que j'avais avec Cyril Diabaté sur le dernier épisode qu'on a fait, c'est qui aujourd'hui est prêt à encaisser des entraînements, des coups dans la gueule tous les jours, aller s'entraîner tous les jours, à faire des combats. C'est qu'il faut avoir, enfin c'est qu'il y a un truc qui est hyper fort, quoi, tu vois. Et alors des problèmes à résoudre, certes, mais c'est que tu passes dans une catégorie où Bien sûr. c'est malade mental. Bien sûr, C'est mais malade c'est mental. beaucoup de choses. C'est, comme tu dis, des problèmes à régler avec toi-même. Il y a quelque chose qui t'anime au fond de toi, une certaine colère peut-être. Et après, c'est des engagements que tu prends avec toi-même, tu vois. Et c'est sûr que il y a plein de jeunes aujourd'hui qui voudraient être combattants professionnels de MMA. Il y a une grosse hype autour de ça, tu vois. Mais c'est pareil. Je pense que les jeunes, ils se rendent pas compte de ce que c'est, tu vois, hein. Ils veulent tous être, ça se trouve, Benoît Saint-Denis, mais mec, Benoît Saint-Denis, il se met à la guerre tous les C'est un jours, fou, tu vois. C'est un malade c'est un mental. fou furieux. Tu vois, donc je te parle même pas de ces combats. Les gens, ils se rendent pas compte que faire des entraînements comme ils se font, les mecs, comme lui, il se fait, ils vont en faire un, ils vont dire putain, mais plus jamais de la vie je fais ça. Et le mec, il va dire bah, mais moi, je fais ça tous les jours. Plus supporter la pression, enfin supporter, ouais, c'est la pression lors du combat, gérer l'avant, Bah, gérer ça, le je pense, c'est fatigue, encore gérer tout autre ça. chose. Là, il faut encore, tu sais, avoir ce côté animal que tu arrives à ressortir, que des mecs comme lui arrivent à faire, tu vois. Mais moi, ça, c'est un truc que je peux sortir à la salle des fois, tu vois, et qui va vraiment m'aider aussi dans mes entraînements. Mais ce Hum. truc où d'un coup, en fait, tu deviens un peu teubé, quoi. Enfin, désolé du terme, mais tu deviens un peu teubé et tu te dis, tu vas te mettre à, tu sais, à la limite à grogner, tu vois, pour aller performer dans ce que tu fais, tu vois, et tu te dis, limite, je vais manger la barre, je vais la casser en deux, tu vois. Et est-ce que toi, ça t'arrive de te mettre dans des états comme ça mentaux avant le passage sur scène, notamment lorsque tu t'arrives sur Olympia? Dans quel état d'esprit tu te mets? Tu parles plus à personne, tu te mets un peu comme un Benoît Saint-Denis la veille de son combat? Alors moi, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un, au contraire, de très expressif. Je suis très expressif, j'ai besoin de déconner, j'ai besoin d'avoir des gens autour, etc., de partager, de faire un peu les cons, et vraiment de enjoy la situation, quoi, tu vois, tout le temps. Donc moi, je vais voir un peu tout le monde, je déconne quand il y a la musique, des fois, je danse ou je rigole ou je chante, tu vois. Donc en backstage avec les gars, je passe souvent pour le mec, genre le bon copain, quoi, tu vois, ou le mec qui déconne tout le temps, qui est pas très sérieux, tu vois. Mais on est tous très différents à l'approche de ces choses-là, tu vois. Parce qu'en fait, moi, l'adrénaline, elle m'excite, en fait, tout simplement. Ouais. Mais tu sens une pression quand même, je veux dire, t'as la Ouais, trouille, bien t'as le sûr. trac, comme les Bah, tu mecs qui sais, montent sur scène. avant de rentrer sur scène, quoi qu'il arrive, si tu prends 2 secondes
où tu prends du recul, t'écoutes juste ton cœur battre, t'as vite compris que, tu vois, t'es à 140 BPM alors que t'as rien branlé, t'es debout à attendre, tu vois. Donc, évidemment, c'est clair et net qu'il y a un problème. Donc, des fois, tu fais de la respiration consciente, machin, etc., pour essayer un petit peu de redescendre tout ça et pas taper de l'hypoxie quand tu fais du statique sur scène, tu vois, parce que c'est quand même très chiant. Mais mais voilà, tu vois, par exemple, cette année, Olympia, après, tu as un passage individuel, tu sais, pendant les présentations, où là, pareil, on était quand même sur une très grosse scène, tu sors derrière comme un écran géant qui se lève, dans la fumée, machin et tout. Bon, c'est sûr qu'en termes d'ego trip, c'est incroyable, tu vois. Mais du coup, moi, je me marrais, quoi. Je me suis dit, putain, juste avant de passer, je me suis retrouvé tout seul dans cette espèce de black box, tu sais, avant d'aller sur scène. C'est comme un concert, t'as un mec qui dit, ouais, machin, il faut que tu fasses ci, ça, nanana, tout. Ok, d'accord. T'as l'impression que t'es Michael Jackson sur le moment, tu vois. Moi, je me suis mis à rigoler tout seul dans le truc, quoi. Je me suis dit, putain, parce que Ah tu sais, ouais. c'est tout le genre de truc où quand t'es enfin, moi, en tout cas, quand j'étais gamin, je me serais dit, ouah, trop bien de faire ça, tu vois. Parce que là, j'y étais, tu vois. Et je me suis dit, non, mais ça me faisait rire. Tu sais, j'avais une espèce d'autodérision en me disant, mais les gens qui me connaissent voir ça, ils doivent se marrer, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Comme un truc où je le prends vraiment au second degré. Et je me suis dit, oh la Théo, quoi, franchement, c'est, tu vois. Et ça m'a fait délirer. Je me suis vraiment marré avec ça. Et c'est cool parce que du coup, ça te permet vraiment de profiter aussi du moment. Mais par contre, après, quand tu rentres dans les comparaisons, là, ouais, mec, c'est ton cerveau, il s'éteint. T'entends pas trop tellement je pourrais pas te dire la musique qui passait à ce moment-là, ou d'entendre les gens. C'est comme un mec, je pense, quand il est dans son combat, tu vois. T'entends peut-être des fois deux, trois infos sur les trucs, tu sais, importe. Enfin, bref, mais c'est tout, quoi. Quand t'es dans les comparaisons où là, vraiment, c'est un peu la bagarre avec les mecs sur scène. Là, par contre, oui, effectivement, c'est plus du tout la même danse. Même si des fois je déconne aussi, tu vois. Mais là, c'est vraiment quand je suis en pleine confiance, tu vois. Ouais, non, mais de toute façon, c'est le moment. Ouais, tu dois être dans un focus extrême. Ça, tout se joue là, que je veux dire. S'il y a bien un moment où tout se joue, alors évidemment, il y a tous les mois passés de préparation, mais c'est sur scène. Si tu fais une connerie, euh, Ouais, non, mais c'est c'est clair. là que Mais les mecs te jugent, quoi. C'est ouais, ça qui ouais, est. non, mais ça c'est sûr, tu vois. Et puis t'as pas envie qu'on passe à côté de toi ou machin, etc. Puis comme tu as dit, après je dis ça, mais pareil, c'est vrai que ça peut s'apparenter quand même assez fréquemment à des sports de combat, tu vois, le body, parce qu'au final t'as une préparation qui est longue, machin, etc. Où tu t'es donné à fond, et t'as vraiment un moment qui est finalement pas très long, tu vois, où ça va jouer, quoi. À la différence que Hmm. nous, euh, même si ton cœur et ton envie peut te permettre de gratter des places, peut-être, il y a un moment, t'es comme t'es, quoi. Tu vois, c'est plus ou moins verrouillé, quoi. C'est quoi l'entente parmi les mecs qui font Olympia? Est-ce qu'il y a de la compétition? Enfin, il y a de la compétition, mais est-ce qu'il y a ça essaye un peu de se tirer dans les pattes, c'est sympa. À un moment donné, hein, tout le monde veut gagner, donc je me rappelle à l'époque, c'était l'adversité entre Phyllis et Kai Green. Alors, je sais pas, il y en a qui avaient fait des vidéos où on sentait qu'il y avait. Je suis pas sûr qu'ils se détestaient dans le fond, mais il y avait quand même ce truc un peu d'aigreur par rapport à l'adversaire où tu veux lui passer devant, tu veux passer un bras, tu veux montrer Mm. au juge, regardez, l'enfoiré, il essaye de, il est mauvais. Est-ce que tu ressens ce truc-là toi aujourd'hui, hein? Oui, mais ça, là, comment tu me le décris, je vois plus ça comme de la camaraderie aussi, parce qu'au final, quand tu t'entraînes avec des potes ou tu vas faire un soccer avec des potes, tu vas te mettre des coups d'épaule et c'est cool, tu vois. Ouais. Ouais, Tu mais vois c'est ce tes que je veux potes. dire? Là, c'est peut-être pas tes potes là. Non, mais sauf que, en fait, si tu veux, moi, j'ai trouvé que par rapport au bodybuilding amateur, où tous les mecs Hmm. souvent ont l'impression qu'ils vont venir, qu'ils viennent à la guerre, qu'il faut limite dire bonjour à personne, ça se fait des regards de ouf. Enfin, je me dis waouh, t'as l'impression qu'ils sont en train de jouer leur vie, alors que mec, c'est une compétition amateur dans une salle des fêtes, quoi, tu vois. Mais ça va, tu vois, détends-toi, quoi, tu vois. Tu t'es fait autant chier que ça à bouffer du poisson tous les jours là, et pour au final, en plus de ça, tirer la gueule aujourd'hui, quoi. Waouh, c'est dur, quoi. Alors que, tu vois, chez les pros, mec, il y a vraiment une camaraderie, tu vois. Alors, on n'est pas forcément tous potes, mais il y a un respect entre chacun, parce on sait tous que si on est là, c'est qu'on fait tous la même chose, tu vois. Donc, il y a pas une espèce comme ça, tu sais, de guerre d'ego entre les uns et les autres, tu vois. Pas du tout. Mais ça, je l'ai remarqué dans tous les sports que plus tu montes en niveau, moins t'en as. Et par contre, plus tu es en sport amateur, plus il y a des petites guéguerres de qui a la plus grande, tu vois. Alors que
Si tu peux retrouver ça dans les sports professionnels à haut niveau, c'est du marketing, quoi, tu vois. Je vois. Ouais. Et Mais Green et c'est Philippe, vrai. ils Hein. ont créé cette bagarre aussi, cette rivalité. Un, c'est sûr, parce que l'industrie la réclamait, les gens réclament ça. Si tu commences à mettre un petit coup de coude ou à voir machin et que tout le monde fait waouh, bah mec, t'as juste compris que c'était génial ce que t'étais en train de faire, tu vois, donc tu refais pareil après, quoi. Tu dis, ah, putain, quand on fait ça, t'as vu, le public, il kiffe, hein. Ah ouais, ok, bah vas-y, on va se mettre un peu en guéguerre, quoi. Et puis en plus de ça, tout simplement parce que ça te permet d'être meilleur d'année en année. Parce que la meilleure chose qui peut t'arriver dans un sport, c'est de te trouver un rival, hein. C'est vrai, hein. C'est vrai. Et tu vois, pour faire un comparatif, je suis en train de regarder en ce moment le documentaire sur Sylvester Stallone sur Netflix qui s'appelle Sly. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Schwarzenegger. Alors pas dans le body, enfin encore que c'est vraiment dans les films. Chaque année, les deux se tiraient la bourre. Et Schwarzy disait, il avait toujours un an d'avance, c'est-à-dire qu'il faisait un carton. L'année d'après, je faisais un carton, mais l'année où je faisais un carton, lui faisait déjà un autre gros carton. Tu sais, en parlant de Sylvester Stallone. Et pareil, ils se sont rendus compte que le physique, c'était la même chose. Plus ils avaient un physique qui était tracé, qui était bodybuildé, qui était stylé, ben plus ça passionnait les foules. Et donc ils se mettaient, il y avait ce truc d'adversité où les mecs ils se la collaient pour essayer d'être meilleurs d'année en année par rapport à l'autre. Donc Ouais. c'est marrant, hein. Ouais. Ah ben, C'est pas ouais. forcément mauvais, quoi. Je veux dire, les mecs sont potes, quoi. Je veux dire, c'est ça. Et en fait, ça confirme. Et en Les fait, mecs, mais quand ils c'est sont comme plus je te là-haut, ils dis, sont potes à la fin, quoi. non, parce qu'en fait, on voit ça avec des yeux. Des fois, les gens ils voient ça avec des yeux vraiment avec de leur place, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais pas si tu as des frères, tu vois, mais quand tu joues avec tes frères, des fois, tu joues à te bagarrer avec tes frères et tu rigoles pour autant et tu les aimes. Hmm. Mais on se fait une guéguerre, on se bagarre, on va voir qui est le plus fort et c'est rigolo, tu vois. Et c'est ni plus ni moins que la même Ouais, chose. c'est vrai. Un peu comme aussi Nadal. Je parlais de Nadal, de Djokovic. Il y avait Bien cette sûr. pseudo-guerre et Mais les parce mecs, en que, fait, mec, sont hyper potes, quoi. c'est tout ce que t'aimes dans le sport. C'est si tu peux Hmm. avoir un gars en face de toi avec qui tu te fights, tu vois, qui a un bon niveau et qui te permet d'être meilleur et que il y a cette espèce de concurrence, mais qui est saine. C'est tout ce que n'importe quel sportif rêve d'avoir. Comme je te dis, si tu vas faire un soccer avec tes potes et que tu fais un passement de jambe et que l'autre après il te remet un coup dans l'épaule, tu sais, sur le moment-là, tu sais, il y a une, comment dirais-je, ça met de l'intensité dans ce que tu fais. Tu kiffes, quoi, tu vois. Putain, ça fait presque rêver. On se dit, putain, c'est le sport professionnel. C'est le kiff absolu, quoi. Oui, mais là, Parce c'est ce que que tu c'est vrai que vois. en amateur, les mecs, c'est vrai que pour avoir fait un peu du tennis en amateur, c'est pas du tout la même ambiance que Djoko, que Nadal ou quoi. En compétition, c'est tout le monde se tire la gueule, Mais parce qu'en comme fait, tu si dis. tu veux, moi, je pense vraiment, Alors qu'il n'y a pas d'enjeu. Hein. oui, mais je pense vraiment que le principe de base de tout ça, c'est que, euh, c'est que les mecs n'ont rien à prouver. À un moment, quand Ouais, tu arrives à un ouais. certain niveau, c'est ton job, machin, tu sais que tu es bon. En fait, sinon, tu serais pas là. Donc, en fait, tu n'as rien à prouver. Et je pense que tu vas pas du tout dans le même délire. Alors que tu vas dans des compétitions amateurs, tu as l'impression que les mecs, ils ont tout à prouver, quoi. T'as l'impression d'avoir affaire à des stars inconnues. Tu vois? C'est, tu vois? Mais Ah c'est bah oui, vrai. c'est exactement ça, ouais. Ouais, les mecs, ils sont, ils veulent gagner le tournoi de leur petite ville, et puis t'as vraiment ce truc-là, star star en devenir ou star Mmh. recruté. Je pense dans le tennis, mec, t'as vu pareil, t'as des mecs qui devaient arriver avec la dégaine complète, limite ils avaient un staff, tu vois, et ils faisaient aucun sourire, ils regardaient personne, tu vois. Hmm, hmm. Et le malheureusement, en plus, c'est que tu te prends en jeu parce que quand tu fais ton match, même si t'es pas nécessairement dans ce délire-là, t'es dans ton match, même amateur, tu veux gagner, t'as ce truc, et tu te prends. Ça m'arrive, enfin, ça m'est arrivé. On s'est tous pris à un moment donné, lorsqu'on était dans un match serré, et que t'as des gens qui sont un peu autour et qui t'applaudissent, ou qui applaudissent ton adversaire, t'as quand même cette sensation de dire putain, je suis à Roland Garros là, tu vois. Il y a vraiment, Mais il y a mec, vraiment c'est ce truc-là, génial, tu mais ça vois. défonce ça, Tu te prends ça en jeu, quoi. déchire. Non, mais ça déchire, mais ça c'est sain, mec, de l'assumer et de le dire, c'est complètement sain. Qui va dire que ça le fait pas triper quand il fait un sport qu'il aime faire et a l'impression de se sentir un peu comme un pro avec tout le monde qui applaudit ou machin. C'est du mimétisme, tu vois, en plus derrière que tu fais parce que t'as vu ça à la télé, etc., etc. Donc ça, j'ai envie de te dire, c'est simple, mais c'est par rapport, si tu veux, à la concurrence que tu vas mettre ou par rapport aux gens. Ça t'empêche pas de kiffer et de te prendre un moment dans ta vie quand t'es amateur pour Rafael Nadal parce que ce jour-là, tu jouais super bien à ton niveau et que tout le monde était derrière toi et qu'on t'applaudissait.
Mais que pour autant, le mec en face, tu vas le checker, rigoler avec lui, et dire merci mec, c'était super, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est intéressant. Mais il n'y a pas un truc dans le. Ça, c'est une question que j'avais. Je me suis noté là sur ce petit bout de papier. C'est pas difficile de faire un sport. Alors, tu vas me dire, c'est peut-être la même chose sur les autres sports, mais j'ai envie d'avoir ton avis sur le body, où tu sais que il y a très peu de chances que tu gagnes Olympia, qui est la compétition. Tu vois, on pensait au tennis. Il y a des mecs qui gagnent les compétitions de tennis. Il y a plein de mecs différents qui gagnent des compétitions de tennis tout au long de l'année. Alors après, il y a les 4 grands chelems. Au vélo, pour le Tour de France, tu vois, il y a plusieurs étapes. Il y a des mecs. Tu me diras, dans le body, il y a aussi des compétitions où tu peux gagner. Mais le fait de savoir que tu seras jamais numéro 1 Olympia, est-ce qu'il n'y a pas... c'est pas frustrant d'un côté, tu vois, tu dis pas je fais tout ça pour un truc auquel je ne serai jamais numéro 1. Bah non, Là, parce que justement, un peu spécial. parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de question d'ego. Tu deviens factuel. Et tu réalises déjà à quel point, tu réalises déjà toi où tu peux aller et tu réalises déjà la performance que tu fais. Tu deviens factuel. Ça, de se dire ce serait un problème, c'est surtout une question d'ego, tu vois. Alors que, en fait, mon ego, il va très bien par rapport à ça. Et je veux dire, n'importe quel footballeur, il va pas se dire je vais gagner la Ligue des Champions. Pourtant, elle a combien? C'est Olympia. Ouais, Moi, je gagne des pro shows, tu vois. C'est comme si je gagnais des étapes de Tour de France. Mais après le Tour de ouais, France, bah, je l'ai pas gagné, tu vois. ouais, et puis t'as pas besoin d'être nécessairement numéro 1 Olympia pour avoir carrière, pour en vivre, pour t'éclater et pour tout ça. En fait, c'est pas uniquement le premier qui accède à tout ça. Exactement, bien sûr. Non, mais c'est ça. Et Ouais. il y a des mecs qui en vivent. Il y a, tu sais, il y a le sportif et il y a il y a la carrière professionnelle, tu vois. Et il y a des mecs qui gagnent 10 fois plus d'argent que Mister Olympia, hein. Ouais. Ouais. Bah, Donc, Kai Green à l'époque, il avait, alors je crois à l'époque, je trouve qu'il gérait presque mieux son business que Phyllis, qui lui avait gagné plusieurs fois, et Kai Green avait décidé d'arrêter. Bon, aujourd'hui peut-être qu'avec la postérité, tu vois, on se souvient peut-être un peu plus de Phyllis, mhm. mais à l'époque il avait pas gagné, et pourtant j'ai l'impression qu'il s'en sortait mieux, que ce soit sur les réseaux ou Bien dans le sûr, mais business. en fait, c'est comme dans n'importe quel sport, il faut trouver un équilibre à ce que tu fais, tu vois. Est-ce que aujourd'hui, moi, de me mettre en tête d'aller faire Mister Olympia, de tout gagner, d'être vraiment numéro 1 et de gagner le Mister Olympia, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose avec lequel je vais être en adéquation? Est-ce que il va pas falloir que je me mette dans des situations qui ne vont pas me plaire pour pouvoir peut-être prétendre à l'être. Tu vois ce que je veux dire? De pousser ma préparation à un stade où je vais plus du tout vivre, de peut-être pousser mon physique pour ce qui n'est pas fait de faire, etc., etc. Aller peut-être mettre ma santé en jeu peut-être, mettre peut-être ma santé mentale en jeu. Voilà. En fait, il faut être en équilibre avec ce que tu fais, tu vois. Est-ce que tu avais envisagé à l'époque, quand tu faisais de la gym, de devenir pro là-dedans et de faire sport-études? Bah, j'étais en sport-études, moi, mais la gymnastique, ça paye pas, hein. Ah, t'étais. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, Mais ça, il y a que, je crois qu'ils sont peut-être que 4 à être payés. C'est les gens qui font partie du collectif olympique. C'est tout. Et donc, t'as pas poursuivi essentiellement parce que tu savais à l'avance que ça payerait pas assez. Non, non, parce que tout n'est pas question d'argent, tu vois. Mais non, parce que tout simplement, j'avais envie de découvrir autre chose et que j'avais réellement l'envie d'entreprendre dans l'hôtellerie-restauration, tu vois. Clairement. Mais en fait, alors l'argent découle de ce que tu fais, mais à la base, moi, je voulais, tu sais, genre ouvrir des restos, machin et tout, entreprendre des choses et que mes affaires marchent. Si ça marche, tu vas avoir de l'argent, tu vois. Mais j'avais juste tout simplement envie d'une vie un peu plus excitante et aller réaliser des projets comme ça, tu vois. Donc Ok. voilà. Ok. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai demandé si toi, t'avais ressenti une différence à partir du moment où t'es passé en mode compétition, le fait, en fait, qu'il y ait un comparatif par rapport aux autres. Et tu vois, je prends un exemple, bon, qui est le mien parce que je parle. Euh, Moi, je sais que le fait de se comparer et d'être en mode compétition, c'est apparu réellement. Alors peut-être que ça s'est déclenché, j'avais ça en moi, mais quand j'ai passé le concours médecine,
Ou alors c'est un concours qui est assez très sélectif. Faut bosser. À l'époque, on était, alors je sais plus combien, et puis il y avait un tout petit pourcentage qui était pris. Et je sais que pendant ces 2 années où donc j'ai préparé le concours, j'ai fait que ça. Et en fait, tu changes complètement ta façon de voir les choses. C'est-à-dire que tu le fais presque plus pour passer le concours ou pour devenir médecin plus tard, c'est ce qui est un peu le truc quand t'es en médecine, tu vois. Mais tu le fais, tu bosses, tu passes ton temps à bosser, à lire des polycopiés, à faire des fiches, à faire tout ce que tu veux pour passer devant les autres. Et il y avait ce truc, je prenais le train pour rentrer chez moi le week-end, parce que j'étais à Bordeaux, et dans le train, tu lis tes polycopiés, tu lis tes trucs d'anat, j'en sais rien, tu vas au chiottes, tu prends ton poly. Il y a pas un seul moment où t'es pas dans ce truc de bosser, parce que tu sais que pendant que tu bosses pas, t'as des mecs qui bossent et qui prennent de l'avance et qui vont te passer devant sur le classement final. Et ça, pendant 2 ans, je pense que ça m'a complètement niqué le cerveau, dans le sens où je suis hyper compétitif sur plein de choses. Et je me rends compte que c'est un automatisme et je suis obligé de me dire, mais attends, mais qu'est-ce que t'en as à branler là, d'être meilleur que lui? Qu'est-ce que t'en as à branler d'être meilleur que l'autre, tu vois? Et donc, c'est pour ça que je t'ai un peu posé la question. Je voulais juste revenir sur ça pour parler un peu de cette anecdote perso. Parce que j'imagine, il y a aussi des personnalités qui, dans un élément de compétition, ça les omnibule et ensuite ça leur change leur façon leur perception de voir les choses tout le temps, tu vois. Et toi, tu m'as dit c'est pas ton cas. Si, j'ai un esprit de compétition qui est ultra développé, tu vois. Déjà, je suis une fratrie de 5 mecs, donc déjà ça aide pas, tu vois. Et puisque j'ai toujours connu ça, tu vois. Mais moi, mec, si on joue à un jeu de société, il faut que je gagne. Si on va faire un bowling, il faut que je gagne. Voilà, à chaque fois, mec, je vais y aller en mode plein gaz, quoi. Si on fait un blind test, il faut que je t'explose, tu vois. Sinon, ça va me faire chier, quoi. Donc voilà. Maintenant, après, avec l'âge, tu relativises un petit peu plus, tu vois. Mais c'est vrai que un peu plus jeune, c'est limite ta façon d'exister, tu vois. Donc après, tu te rends très vite compte que finalement, avec l'âge aidant, que d'être tout le temps là-dedans, finalement, des fois, tu profites pas assez des moments. T'es plus calé dans ton truc en mode compète que de profiter de l'instant, tu vois. Par exemple, tu vas faire un time's up avec des potes, enfin, j'en sais rien, tu vois, et les gens, et les gens, ils sont en train de se marrer, machin et tout. Toi, t'es en stress et t'es en train de te dire, vas-y, on va les éclater, tu vois. Mec, tu vois, rigole, tu vois. Ouais, le mec il prend trop au sérieux, il perd une partie, il soulève le jeu, il balance tout, il balance. Mais de ouf, mais tu sais que voilà, moi ça m'arrive. Calme-toi. Enfin, je suis pas un mauvais perdant, mais tu sais, j'y mets une intensité, quoi, parce que j'ai envie de gagner. Si on va faire un karting avec des potes, mec, je suis parti, moi c'est les 24 heures du Mans, quoi, tu vois. Mais c'est parce que voilà, c'est en moi, tu vois. Maintenant après, il y a des choses qu'il faut modifier parce que dans ta vie de tous les jours, tu vois, c'est complètement débile d'être comme ça des fois. Mais comment dirais-je, ouais, je pense que ça doit être comme à un moment, ça fait partie de toi en fait. Ouais, et tu sens pas que le passage en pro dans le bodybuilding, ça a augmenté cette sensation-là non, parce qu'au final, il y a eu le passage en pro et après, être chez les pros, il faut être un bon professionnel parce que des pros, t'en as beaucoup, hein. Mais du coup, non. Par contre, le fait là maintenant d'avoir fait genre plusieurs fois Olympia, d'être encore requalifié, machin, du coup, limite, je suis un peu plus détaché, encore plus de ce truc-là, dans le sens où genre j'ai encore moins à prouver, quoi. Tu vois? Ouais, je vois. Ok. Il y a quelques mois, il y a 1 an, ou peut-être même 2 ans, je sais plus exactement, faudra regarder. J'avais fait un super épisode de podcast. J'avais reçu Florian Poisson, que depuis j'avais vu en vrai à Bali quand on s'était croisés ici. Bon, pareil, gros physique, il a quand même une carrière. Et pourquoi je parle de ça? Bon, déjà parce qu'il est dans le body et qu'il fait partie aussi de ceux qui ont fait une petite carrière. Alors lui, il fait plus trop, enfin, il fait une compétition un peu, là il en a refait une, mais il a arrêté pendant longtemps. Je pense qu'il a plus trop ce désir de vouloir faire Olympia. Mais il y avait un passage qui avait beaucoup intéressé les gens, c'était le côté santé ou le côté sacrifice qui vaut le coup, tu vois. On n'avait pas parlé nécessairement en détail, tu vois, de ce que ça implique, mais il avait quand même une espèce de recul. Et moi, je voulais savoir un peu de ton côté, comment tu perçois la santé dans ce sport-là? Qu'est-ce que tu fais pour ta santé? Est-ce que t'as conscience? Forcément, t'as conscience, tu vois. Ce que tu fais, c'est que tu pousses à l'extrême par les perfs, par plein de choses, par ton corps, tu vois, tu le pousses. Et
jusqu'où tu serais capable d'aller. Enfin, tout ça, je trouve ça toujours intéressant et ça intéresse les gens en général. Mais en fait, si tu veux, Florian, moi je le respecte beaucoup pour ça parce qu'aujourd'hui, il y a un moment, il a carrément fait un break, machin et compagnie. Et tu sais, quand tu existes via quelque chose, c'est pas facile de s'en détacher, etc., etc. Donc, je pense qu'il l'a fait dans une période de sa vie où il s'est vraiment remis en question sur plein de plans personnels et tout ce que tu veux. Et il a eu le courage vraiment de le faire. Donc, à l'époque, on s'était un peu écrit et je lui ai dit vraiment félicitations à lui, tu vois. Moi, je me suis déjà posé la question, pour être passé par des moments difficiles, voire dépressifs, tu vois, du perso, à me dire, mais en fait, à quoi ça me sert de faire du body, tu vois, dans le sens, les sacrifices que je fais, est-ce que je suis heureux dans ma vie avec ça, etc., etc., etc. À quoi bon, si tu veux, me dire même, enfin, je veux dire, pour la postérité, après tout, si je vais faire 3 fois Olympia, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles si l'important c'est que je sois heureux dans ma vie, en fait, tu vois. Donc, tu remets les choses vraiment sur d'autres plans, etc. Maintenant, aujourd'hui, je suis quand même assez en adéquation avec ce que je fais. Les sacrifices que je fais, finalement, ils sont plus de l'ordre de blessures mécaniques que de par mes organes, on va dire, tu vois. Donc ça, je l'accepte parce qu'à la gym, je me suis toujours pété 2, 3 trucs par an et du coup, dans le body, le fait maintenant d'avoir des petites douleurs un peu à droite à gauche, pour moi, c'est pas un problème et je vivrai avec. Je préfère vivre avec ça et en ayant vécu vraiment intensément et à fond ce que je fais. Maintenant, sur tout ce qui est point de vue vraiment, on va dire, santé à proprement dit, par rapport à la préparation chimique que tu peux faire, évidemment, sur le papier, c'est incohérent, tu vois. Aujourd'hui, en étant plus vieux, je dirais à tous les jeunes, ne touchez jamais aux produits anabolisants, tu vois, ou ce genre de choses-là. Ça en vaut pas la peine. Tous les gens qui sont en salle de sport, jeunes, qui font ça juste pour, je sais pas, pour prendre du muscle ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est ridicule. Finalement, maintenant, aujourd'hui, entre guillemets, moi, je gagne de l'argent avec tout ça, tu vois. Bref. Donc, Mais ils se disent peut-être les mêmes choses, tu vois. Je pense qu'il y en a plein qui passent le cap en se disant, mais moi aussi, je vais être le prochain Théo Le Guerrier, moi aussi, je vais ouais, être je sais bien, le mais en fait, prochain. peut-être, Il y a ce truc. ouais, peut-être, et c'est certainement à tort, parce qu'aujourd'hui, les gens font tout trop vite et font n'importe quoi. Je te dis, moi, j'ai fait des compétitions en étant naturel, machin et tout. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui accèdent à ça, mais tellement rapidement et qui n'ont aucune connaissance de l'entraînement, de leur corps, de la diététique. Pour moi, ça me paraît fou. T'imagines quand même qu'il y a des gars, ils vont aller se doper, alors qu'ils sont pas capables de suivre une diète et qu'ils vont 2, 3 fois au McDo dans la semaine, quoi. Enfin, je veux dire, t'imagines l'incohérence du truc, quoi. Moi, je me dis, mais mec, déjà, t'es pas capable de t'entraîner dur tous les jours, t'es pas capable de suivre une diététique, mais tu vas pallier, et tu vas pallier ça peut-être, prendre des produits, mais déjà, je veux dire, fais bien les choses, quoi. Je veux dire, là, c'est bête, en fait, tu vois. C'est bête, je vois pas Ouais, je comprends, je comprends. je comprends pas le principe. Maintenant, sur le point de vue santé, il faut y faire très attention parce qu'il faut bien se rappeler d'une chose, et ça, quand tu es jeune, comment dirais-je, tu réfléchis pas comme ça. Ta santé, c'est ton seul capital essentiel dans la vie. C'est le seul. L'argent, Ouais. tu peux être ruiné, c'est pas un problème, tu pourras te refaire, tu vois. Le Bon, succès, si t'es aux États-Unis et que t'as pas d'argent, ta santé, elle prend un risque. Mais ouais, mais oui, mais tu vois, mais bien sûr, mais je veux dire, en fait, la santé, c'est la seule chose qui te permettra de tout faire dans ta vie. Si tu l'as plus, tu ne peux plus rien faire. Si demain tu perds tes jambes, tu peux plus marcher. Si demain tu as une santé où tu es alité, tu peux plus rien faire. C'est comme ça. Mais tant que tu as la santé, tu pourras toujours gagner de l'argent, tu pourras toujours te refaire, tu pourras toujours avoir du succès, tu pourras toujours trouver une femme, trouver un mec, tu pourras toujours, tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu as la santé, tout est réalisable dans la vie. Par contre, le jour où tu perds ta santé, tu ne peux plus rien faire. Donc, t'es brut. le, ouais, donc le seul capital essentiel dans la vie, c'est la santé. Donc, si tu veux continuer dans n'importe quelle activité, si tu veux être un sportif de haut niveau, si tu veux être, gérer une entreprise avec 500 employés ou quoi que ce soit, faut que tu aies la santé, tu vois. Donc ça, c'est le plus important, c'est ton capital, tu vois, à conserver. Moi, aujourd'hui, je fais beaucoup d'examens, et assez fréquemment, que ça soit des prises de sang, des échographies abdominales, que ça soit des tests d'effort et cardiologiques, tu vois. Et aujourd'hui, tout est très bien suivi à ce niveau-là. J'ai une micronutrition qui est aussi très adaptée à ce que je fais. Je m'intéresse énormément à ça, à la médecine alternative aussi, même sur tout ce qui est récupération, que ça soit
pour plein de choses, tu vois. Déjà, un, pour la récupération, mais deux, pour aussi même la santé, avec tout ce qui peut être drip thérapie, tu vois, des perfusions de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, de plein de choses, pour remettre vraiment tes marqueurs bien en place. Que ça soit aussi de l'ozone thérapie, tu vois, on nettoie ton sang par l'ozone avec une suroxygénation, machin, etc. Tu vois, ça demande aussi un investissement. Mais à partir du moment où tu sais que c'est ton capital, en fait, t'investis dans un truc pour derrière pérenniser, comme n'importe quelle entreprise, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils vont se ruiner à acheter avec des compléments alimentaires, mais surtout des produits anabolisants, et demain, tu vas leur dire, ouais, faut que tu sortes 2 000 € pour tes soins. Ils vont dire, ah, t'es malade, c'est hyper cher. Mais frérot, t'as mis 3 000 balles dans des produits qui étaient faits dans la cuisine d'un Mexicain, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que c'est logique. Si on se dit t'es capable de mettre un montant pour prendre un risque pour ta santé, faut être capable de mettre ce même montant pour au moins contrebalancer les risques et essayer de contrebalancer par des thérapies, par autre chose, les risques que Bien tu sûr. prends. Mais je veux dire, quand on en parle comme ça, c'est factuel, en fait. C'est Ouais, juste ouais, logique. Sauf que très souvent, la logique, c'est la politique de l'autruche pour beaucoup de gens, tu vois. Ils sont pas prêts à faire tout ce qu'il faut pour faire les choses bien. Tu vois, c'est la politique de l'autruche. C'est pareil quand les gens te disent ah mais lui oui il doit prendre ceci, il doit prendre cela, tu vois, des dosages, des machins. Mais mec c'est pareil. Encore une fois, t'es en train de te voiler la face. Tu dis ça, mais sauf que la plupart du temps, il y a plein de professionnels qui prennent moins de produits que des amateurs. Et comment dirais-je, par contre, c'est juste que toi, tu es incapable de t'entraîner comme lui tous les jours et tu es incapable de suivre une diète pendant 9 mois, quoi. Mais sur le top 10 Olympia, par exemple, Ouais. j'arrive pas à croire. Enfin, tu vas me dire, hein, mais moi, je vois très bien, j'imagine très bien que certains amateurs prennent plus que certains pros, que si tout ça est très personnalisé, tout ça est différent. Mais j'ai du mal à croire que le top 10 Olympia, avec les physiques qu'ils ont, ils n'ont pas. Alors tu vas pas me parler de doses, tu vas pas me dire combien ou quoi, parce que comme je te dis avant qu'on démarre, j'en ai aucune idée, je sais pas ce que ça représente, mais j'ai du mal à penser que certains qui sont tout en haut prennent vraiment des petites choses, tu vois, où j'ai toujours l'impression de me dire mais c'est pas possible d'avoir un niveau pareil, tu vois. Ah, je t'ai pas dit des petites choses, mais je t'ai dit moins que beaucoup d'amateurs. Ouais, peut-être. Et tu t'es déjà fait peur, toi, dans le passé? T'as déjà eu des Euh, soucis ou des trucs non, qui t'ont parce fait que j'ai dire toujours. attention? Non, parce que j'ai toujours. Il y a eu une année où en prise de masse, mais je savais pas trop à quoi c'était dû, mais parce que j'avais pas aimé, je faisais trop de rétention d'eau, machin, et ça a été vraiment compliqué, tu vois. Mais et du coup, mais ouais, en fait, je me suis jamais dit que j'étais prêt à faire tout et n'importe quoi, tu vois. On en revient à la discussion qu'on a eu tout à l'heure pour être Mister Olympia, quoi. J'ai pas envie de vivre dans un corps où je vais être handicapé, où j'ai l'impression que je vais crever tous les jours, quoi. C'est hors de question. Donc voilà. Mais je te jure que moi, je le vois pour avoir même coacher des gens, dire ce qu'ils faisaient, machin, etc. Mais il faut vraiment que tu te rendes compte d'une chose, c'est que s'entraîner comme les gens qui font top 10 Olympia, il y a aucun mec que tu connais qui s'entraîne comme ça dans les salles. Tous les jours, toute l'année. Ouais. Et quand je te parle de faire une prise de masse musculaire, tu dois certainement connaître des gens qui font de la muscu, machin, etc. Moi, quand je fais une prise de masse, des fois, je mange pas de cheat meal pendant 3 mois. Ouais, tu bulques, tu bulques pas sauvagement Mais, comme mais certains. parce que ça Mais sert à rien, ça n'existe pas. Je veux dire, tu as fait de la médecine. À quel moment les nutriments que tu envoies, s'ils sont dégueulasses, ils vont te servir à quelque chose? À rien. Pourquoi j'ai augmenté mon taux de fat? C'est ridicule. Oui, bah, c'est une façon de se dire bon allez, on ferme un peu les yeux sur, Mais c'est on se fait ça. Donc, plaisir. ce C'est que le je veux moment de se dire faire par là, plaisir. c'est que les mecs qui sont capables d'optimiser tout ça, déjà, tu peux pas les comparer aux autres. C'est pas une question de. Il n'a pas pris des produits magiques. Enfin, t'imagines bien quand même que aujourd'hui, et même là, tu le vois à Bali ou machin, en plus de ça, les produits, c'est facile d'en trouver là-bas et c'est pas au même prix non plus. Tu te doutes bien qu'il y a des gens qui ont de la Apparemment. thune, qui ont pris tout ce qui était possible de prendre quand même. Pourquoi ils sont pas olympiens? C'est vrai. Sinon, on fait un Bah, chèque, je frérot, veux dire, pas mais olympien. ouais, ouais, bah, ils ont pas le. Oui, non, mais c'est alors c'est une condition.
Ben, je pense qu'on peut dire que les produits ou la chimie, c'est une condition nécessaire, indispensable, mais pas suffisante. Voilà, c'est ça. C'est que y a aucun Ouais, mec mais qui est naturel là-bas, mais de la même manière, euh, c'est pas parce que t'en prends que forcément tu vas avoir les résultats. Forcément, non, et c'est pas parce que tu en bon, je prends pense plus qu'on que tu n'apprend es rien, meilleur. mais Et c'est pas parce que tu en prends plus ouais. que tu es meilleur. Parfois même, c'est l'inverse même, tu vois. Mais je te jure, je connais des gens qui font des trucs ou qui prennent des trucs que moi-même j'ai jamais pris ou plein de pros n'ont jamais pris et qui ont des physiques mais qui gagnent même pas des compètes amateurs, quoi. Je te jure, tu te rends pas compte à quel point ça n'a pas de sens de réfléchir comme ça, tu vois. Vraiment pas. Ouais. Et tu vois des mecs qui sont naturels, qui se mettent la race tous les jours, machin, et qui ont une belle diète, et ils ont des physiques 10 fois mieux que des mecs qui sont dopés dans des salles. Hmm. Et toi qui es donc toi qui fais Olympia, est-ce que tu t'entends beaucoup de conneries sur ceux qui s'expriment là-dessus et qui sont pas nécessairement, parce que toi là pour le coup t'es dans l'élite du bodybuilding aujourd'hui, ceux qui s'expriment sur les produits, ceux qui s'expriment sur, est-ce que t'entends énormément de conneries, ça te fait bouillir, t'as envie de, ouais, il y a Ah, vraiment ce truc. mais de ouf, t'as l'impression que j'ai l'impression que ça commence à devenir un peu plus rationnel, mais tu sais, les légendes urbaines, quoi. En fait, on est dans une société, si tu veux, où il faut faire du vu, il faut faire du clic. Alors, du coup, on fait du putaclic, tu vois. Donc, évidemment, quand tu vas dire, ouais, machin, il prend 5 grammes de trucs ou de bidule, tu sais, les gens, ils vont regarder, ils vont dire, ouais, incroyable, ta vidéo, elle fera des vues. Mais c'est faux, quoi. C'est faux. Il y a des trucs. Bien sûr que ça me fait bouillir parce que si ça s'arrêtait que au fait de faire du sensationnaliste, pas de problème. Sauf que tu as des jeunes qui écoutent ça et qui, du coup, se construisent avec ça aussi. Et tu te dis, bah, c'est pathétique, quoi, tu vois. Il y Ouais, a, je vois. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme en bonne santé? Comment tu te places par rapport à ça? bah, Sachant que t'es écoute, dans le perf. ouais. c'est- Il faut savoir une chose, c'est que déjà, le sport de haut niveau, c'est pas du sport santé. Déjà. Hein. Tous sportifs de haut niveau, ils sont cassés de partout et du coup, on pourrait dire qu'ils ne sont pas en bonne santé. Tu regardes Raphaël Nadal, il est éclaté de partout. Hein. N'importe quel sportif de haut niveau, ils ont tous des broches dans le corps, des machins, des bidules. Enfin voilà. Donc maintenant, après, moi, au jour d'aujourd'hui, parce que je pourrais pas te dire ce qu'il en est de demain, et d'ailleurs comme personne, oui, je suis en bonne santé, je suis en meilleure santé qu'un mec de mon âge, sédentaire ou quoi que ce soit. Et je suis 10 fois plus au fait qu'une personne normale de ma santé. Qui fait 4 prises de sang dans l'année, fait des échographies, des tests d'effort tous les ans. Ouais, 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 tu fais gaffe, t'analyses, tu restes aux Maintenant, aguets. après, maintenant, après, effectivement, la chose qui va être, si demain je vois que j'ai un problème, il faut tout de suite que j'y pallie et que je fasse en sorte que ça s'arrête, tu vois. Mais je serai au courant Est-ce bien. que des médecins, excuse-moi, je t'ai coupé, on a peut-être un tout petit décalage, mais est-ce que un médecin t'a déjà dit, bon là toutes les données sont bonnes, voilà, test d'effort, niveau de créatinine, niveau de créatine, niveau de ceci, niveau de vitamine, etc. Il y a tout qui est bon, les enzymes hépatiques sont bonnes, voilà, je connais deux trois trucs. Euh, Tout est bon, mais par contre, monsieur le guerrier, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis dans quelques mois ou dans quelques années. Alors, tu viens de me le dire un petit peu, mais euh, tu vois, c'est la question de se dire. Parce que là, tu vois, la façon dont tu me le dis, premier truc, j'ai envie de penser, bon, ben, si tu fais tout bien, t'as pas de risque. Tu vois, puisque là, Théo vient de le dire, ça fait 10 ans, ça fait plus une dizaine d'années qu'il s'entraîne, qu'il est dans la sphère compétition, qu'il est à fond, et il a tous les trucs aux normes parce il fait hyper attention. Bon, mais finalement, c'est pas plus risqué qu'autre chose, tu vois. Tu vois, on a tendance à penser ça. Non, c'est faux parce qu'en plus de ça, déjà moi pour l'instant ça se passe bien. T'as des mecs avec 3 fois rien, ils peuvent faire ils vont avoir des transaminases qui vont éclater le plafond, tu vois. Il y a aussi une génétique là-dessus, quoi. Et en plus Et de ça, ah, vas-y, je t'en prie. je veux dire, là, ce que je suis en train de te dire, si tu as fait médecine, ce que je te dis, ça s'applique à tout le monde, quoi.
Je veux dire, n'importe qui peut avoir des bons examens et l'année d'après développer un cancer. Enfin, on sait rien, quoi. Tu vois? Mais par exemple, je sais pas, est-ce que tu as été suivi par des médecins qui t'ont dit c'est plus régulier que les bodybuilders ont des problèmes de santé de ce type, même si tous leurs paramètres sont bons à ce Bien jour. sûr. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont du recul sur ça, ouais. Ouais, des médecins, Mais je de parle. toute façon, il faut être débile pour penser que c'est pas le cas. Il y a un moment, si tu fais surtravailler ton foie, tes reins, il y a un moment ou un autre, ils sont susceptibles d'être plus fatigués. Quelque part, tu as un peu une part de roulette russe, tu vois, là-dedans. Évidemment que tu Ouais. t'exposes à avoir un pourcentage beaucoup plus élevé pour avoir des problèmes plus tard. Ça, c'est une logique, mais imparable. Ton cœur, il va forcément être hypertrophié. À côté de ça, quand tu le sais et qu'on dit il n'y a pas de problème, mais par contre, il faut faire gaffe. Eh ben, il faut régler les choses dans ce sens-là aussi. Il faut aller justement faire du cardio basse intensité peut-être tous les jours, machin, pour justement pallier à ce problème, etc. Mais évidemment, tu t'exposes à beaucoup plus de risques que la plupart des gens. Maintenant, tout faire bien, je connais très peu de gens qui font tout bien. La plupart des jeunes qui prennent des produits, ils jouent à la roulette russe. Ils savent pas ce qu'ils prennent, ils savent pas ce qu'ils font. Ils font pas forcément d'examen. Et quand on leur dit qu'il faudrait faire du cardio, du machin, ils en font pas. Tu vois? Parce que c'est chiant, parce que c'est dur, parce que machin. Mais en fait, c'est le prix à payer, mec, pour être bon. Tu vois? Et pour être en bonne santé. Je veux dire, et il s'agit pas de rigoler, quoi. C'est pas un truc que tu prends pour aller à la salle pour juste être musclé et faire bouger tes pecs sur la plage, tu vois. C'est non, ça entraîne des conséquences et des responsabilités envers toi-même. Et tes responsabilités, c'est aussi d'aller faire du cardio, avoir une alimentation saine, ne pas boire d'alcool, ne pas, tu vois, c'est tout à l'heure de manger de la junk food. Tu vois, il y a un moment, faut aussi être en cohérence avec tout ça, quoi. Hmm. Non, mais cette prévention est très très bien faite et je suis content que tu la fasses dans ce sens-là, parce que c'est nuancé, c'est réfléchi. Et comme tu fais partie de ceux qui sont dans le top niveau, j'espère que ça va porter écho, enfin ça va avoir un écho, tu vois, pour tous ceux Mais qui en sont fait, dans ce c'est une truc-là et qui sont logique. pas. Je veux dire, Ouais, demain, c'est toujours logique, mais je veux dire, je fais 130 ouais. kilos à partir, même si c'est du muscle et que c'est pas du gras, c'est quand même pas bon pour mon corps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, si je vais arrêter le bodybuilding, je vais perdre du poids. Il va falloir que j'en perde, tu vois. Mais pour des raisons aussi de santé, parce que c'est pas bon. Tu vois, je vais pas vivre jusqu'à 100 ans, quoi. Faut arrêter de déconner. Il faut qu'on soit quand même bien clair aussi là-dessus, tu vois. Et si je veux vivre le plus longtemps possible, il faut que je fasse attention à tout ce que je fais. Si je veux pas faire d'arrêt cardiaque, parce que ma chance de faire un arrêt cardiaque est beaucoup plus élevée que la norme, tout comme un mec qui va fumer pour faire un AVC ou quoi que ce soit, on va dire que ses examens sont bons, mais il y a quand même 80% de chances qu'il fasse un AVC plus que quelqu'un de lambda, tu vois. Bah moi, c'est exactement la même chose. Donc, si je veux vivre le plus longtemps possible, ne pas faire un arrêt cardiaque, ne pas faire un malaise cardiaque, ne pas faire quoi que ce soit, il faut que je mette tout en place aussi pour que ça arrive, tu vois. Sinon, évidemment, à faire n'importe quoi, à manger n'importe quoi, à boire de l'alcool, à continuer à fumer, à prendre des produits et à faire ce poids-là, bah à 60 ans, t'es mort, quoi. Non, mais c'est très lucide. Enfin, c'est lucide. Tu l'as accepté toutes ces conséquences et ces risques. Tu l'as accepté dès le début, ou alors c'est toi à titre personnel, ou alors c'est venu. T'as eu des prises de conscience progressivement. Comment ça s'est J'ai passé eu dans des prises de ton conscience processus? progressivement. Ça s'appelle tout simplement mûrir, tu vois. Et aussi, je pense, parce que Dieu merci, même s'il a rien à voir là-dedans, mes parents m'ont bien éduqué, tu vois. Et du coup, je pense que je suis pas trop bête et que j'ai un entourage qui est plutôt bon et que j'ai toujours su bien m'entourer, tu vois. Donc voilà. Et parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de dire, c'est logique, tu vois. N'importe quelle personne sensée, en fait, comprend ce que je suis en train de dire et ne peut pas dire le contraire. Non, bon, on verra s'il y en a qui arrivent à contre-argumenter, mais je vois pas ce qu'il y a de contre-argumenter. Bah, je veux dire, t'as fait Effectivement. médecine. Tout ce que je te dis, c'est d'une cohérence simple, non? Ouais, c'est une cohérence simple. Mais le problème de ce milieu-là, c'est que il y a souvent peu de rationalité dans les discours Mais on est et peu d'accord, mais parce que de c'est vraiment un milieu de qui logique. rassemble des gens qui ont vraiment des fois des problèmes mentaux, qu'on se le dise, tu vois. Ouais. Et au niveau professionnel, est-ce que tu retrouves, est-ce que c'est que des mecs plutôt sains psychologiquement, qui ont cette même façon de penser, très rationnelle, très terre à terre, qui savent ce qu'ils font, ou il y a aussi même dans les sims, parmi les pros, des mecs qui sont encore complètement à la ramasse, enfin dans leur façon de faire les choses, qui pèsent pas du tout le pour et le contre, qui sont YOLO.
À plus de 90%, non, ils sont tous clean, tu vois. Et parce que je pense que dans n'importe quel sport, il faut un minimum d'intelligence pour arriver à un certain niveau, tu vois. Parce que ça ne regroupe pas que le fait que tu sois bon dans ton sport. Il y a une intelligence du quotidien, il y a une intelligence pour s'entourer, il y a une intelligence de carrière. Et je pense que c'est le raccourci est un peu atroce, mais quand t'es débile, tu vois, le terme, bah, t'as pas beaucoup de chances d'y arriver ou tu vas faire l'étoile filante, quoi. Ouais, ouais. Et il y en a eu. Il y en a eu des étoiles filantes et il y en aura encore, de toute façon. Bien sûr. Malheureusement. Tu fais quoi pour alors tu m'as dit pas mal de choses pour ta santé, les prises de sang, les tests d'effort, les vitamines dans le système sanguin aussi. Alors ça je connais pas bien. Tu m'as parlé j'ai oublié le nom. En fait, les D'ozone, vitamines, c'est tout ce ozone qui est, thérapie. vitamines. Quand je te parle de la micronutrition, il y a la vitamine, des acides aminés, des plantes adaptogènes, des antioxydants, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, en perfusion, je vais pouvoir faire aussi justement des vitamines et des antioxydants, tu vois, notamment du glutathion. Le glutathion, je sais pas si tu connais ça, hein, c'est l'antioxydant le plus puissant qui puisse exister. Des fois, il est utilisé pour des patients qui sont sous chimiothérapie ou quoi que ce soit pour pallier les effets négatifs justement des traitements. Donc aujourd'hui, le glutathion va te permettre de vraiment de représenter par exemple tout ce qui est transaminase, etc., machin, et même pour ton foie, ça va être quelque chose de très bon. Et je t'ai parlé d'ozone thérapie. L'ozone thérapie, c'est une oxygénation du sang, ça va te permettre vraiment tout ce qui est anti-inflammatoire, ça va redescendre beaucoup de choses, va mettre vraiment ton métabolisme en place et te donner vraiment un coup de fouet, quoi, tu vois. Et ça coûte cher ça à faire. Et tu les fais tous les combien à peu près? Ça peut coûter cher, ça dépend où tu le fais. Le problème, c'est qu'en France, on pratique pas ça, tu vois. En Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, en Suisse, partout sauf en France. Et ça peut coûter cher. Aux États-Unis, ça coûte un peu moins cher parce que c'est très développé la drip thérapie. Après, le problème, c'est toujours pareil, c'est que c'est la qualité de ce qu'on va mettre aussi dans ta perfusion, tu vois. Parce que glutathion, ok, c'est une molécule, mais je veux dire, il peut y avoir plein de qualités différentes, tu vois, à partir du moment où, voilà. Je l'en ai fait aussi au Japon, c'était pas très très cher. En Suisse, c'est quand même assez cher, Ah ouais. mais tout est cher en Suisse, j'ai envie de te dire. Donc voilà quoi. Et moi, c'est des trucs que je vais faire. Là, en ce moment, la dernière fois, je les ai fait avant toutes mes compétitions et après. C'est des trucs que je peux faire, ouais, 3 à 4 fois dans l'année, quoi. Et tu sens physiquement, hormis les chiffres qui se régularisent, est-ce que tu te sens toi mieux derrière après Ouais, une thérapie comme bien ça, ou sûr. tu sens pas nécessairement la différence physique? Non, 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 si, je me sens complètement différent, bien sûr. Je me sens différent sur toutes mes inflammations, je me sens différent sur mon teint de peau, je me sens différent sur l'énergie, plein de choses. Ouais. Ok. Et t'as un ordre de prix Bah, ou pas? comment J'ai dirais-je, vraiment en général, curiosité. les passes d'ozone, je peux faire plusieurs passes, c'est en général 100 € la passe. Et après, tout ce qui va être vitamine intraveineuse, ça va de, comment dirais-je, de 200 à 1 000 €, quoi. Ok, bon, bah, ça dépend. Alors, la fourchette est large. Ok. Et sur les blessures, alors j'ai vu que t'étais suivi aussi, c'est par training thérapie Ouais. au niveau de la kiné. Ouais. T'as eu quoi comme type de blessures les plus graves ou les plus importantes, les choses qui ont mérité vraiment de s'y pencher dessus? Dans le body, juste des déchirures musculaires, mais c'était pas des déchirures tendineuses. Donc c'est pas non plus ultra important. J'ai eu le dorsal gauche où je me suis déchiré. J'ai eu l'ischio gauche que je me suis un peu partiellement déchiré aussi. Mais c'est pas grand chose, quoi, tu vois. C'est rien. Des déchirures de type 2, bon, c'est pas terrible, terrible, quoi. Toutes les autres blessures, les grosses blessures que je me suis fait, au final, elles ont été dans le passé par la gym ou en dehors, tu vois. Ok. Et tu t'entraînes comment? Alors, est-ce que tu fais gaffe? Tu mets pas trop lourd? Tu fais des séries longues? Quel est ton type d'entraînement, hein? Ah, ça existe pas, ça. Non? Non, ça existe pas, ça. Pas trop lourd. C'est comment tu veux développer un muscle ou une densité musculaire si tu mets pas trop lourd, c'est impossible. Bah, je sais pas. Tu sais, on en entend tellement maintenant aujourd'hui. Bah On écoute, entend moi quand je te même le dis qu'il faut quoi. pas mettre Sinon, trop à ce lourd. moment-là, tout ce qu'on pourrait appeler la gonflette, ça existerait quoi. Tu prends un poids d'1 kilo, tu vas faire 100 répétitions sur ton biceps tous les jours et tu vas avoir un biceps énorme. Est-ce que ça te paraît quoi? Ouais, ouais. Est-ce que ça te paraît Non, mais je cohérent? pense que quand on entend pas trop lourd, ça reste lourd
en proportion, ça reste lourd, mais peut-être des poids plus petits pour monter les reps, parce que c'est des trucs que tu fais toi ou... Non, je vais pas faire du 20 reps ou des trucs comme ça, non. Non, non. Non. Après, on va aller faire des temps sous tension, des fois, ce genre de choses, mais il y a une base qui reste une base simple, c'est qu'il y a une charge. Si tu veux amener le plus de tension dans un muscle et de résistance, comment tu fais? Tu es obligé de monter à un moment donné. Voilà. Si tu veux qu'une corde elle soit tendue, parce que les fibres musculaires, on pourrait apparenter ça à des cordes, plus tu veux qu'elle soit tendue, plus il faut que tu lui mettes une charge en conséquence pour la tendre, on est d'accord? Mmh. Bah voilà. Mais par exemple, tu vois, on entend souvent. Sur le papier, c'est très j'ai déjà. simple, hein. Mais te sens toujours. Mais j'ai déjà entendu des professionnels dire bah tiens, depuis 2-3 ans, j'ai pas forcément mis plus lourd sur mes barres, mais par contre, j'utilise des techniques d'intensification, blabla, enfin tout le panel. Mon physique a complètement changé, mais factuellement, j'utilise des charges qui sont plus faibles. Tu vois, ça, c'est des trucs que j'ai déjà entendu par exemple. Oui, mais c'est très lourd pour le commun des mortels, peut-être. Ok, donc c'est pas un conseil à prendre au pied de la lettre pour toi, quoi. Bah, surtout pas pour les gens lambda. Tu viens de dire un professionnel. Ouais, bah je sais plus qui c'est que j'ai entendu parler. Oh, oui, non, mais oui. En fait, je t'explique. Une personne aujourd'hui qui fait un max au squat à 100 kilos. Si demain, il va faire des séries d'intensification au squat, avec des temps sous tension et tout, combien il va mettre? Il va au moins enlever 45% de son max. Allez, du coup, on va dire quoi? Il va faire des squats à 55 kilos, même pas. Très honnêtement, entre toi et moi, est-ce que tu crois qu'il va développer des grosses cuisses avec 50 kilos? Je sais pas. Bon, je suis là pour poser les questions. Non, si tu le sais, tu penses ou tu penses pas? Mais ouais, mais si tu veux, mon avis, il est factuellement. Tu sais, il y a plein de moments où dans ma vie, j'ai eu l'impression que la réponse logique c'était X, et en fait, la vraie réponse ou celle qui était réelle, c'était plutôt Y. Bah, moi, je C'est pars pour du ça que. constat il y a aucun mec qui soulève 50 kilos à la salle, déjà, qui a des grosses cuisses. Déjà, premièrement. Ouais. Donc, moi, je ne vais même pas parler de science, parce que dans la science, justement, ils peuvent te dire que des fois, même avec une charge moins lourde, en faisant plus de reps et en allant à l'échec, ça va être la même chose. Et moi, j'ai parlé de terrain. Je connais aucun mec qui a cet aspect, avec cette densité et cette dureté musculaire, qui fait des trucs avec des poids plus légers. Aucun. 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 Et il faut pas que les débutants commencent à se mettre dans des trucs de technique d'intensification. C'est comme s'ils étaient en train d'essayer de faire les finitions de la salle de bain alors qu'ils n'ont même pas fait les fondations de la baraque, tu vois. Je veux dire, il y a un moment, avant de faire les techniques d'intensification, faut que tu sois fort. Faut qu'il y ait une charge. Donc, commence par la base et à être fort. À partir du moment où un professionnel, lui, fait des techniques d'intensification, max un truc, tu vois des mecs qui font Mister Olympia, qui font des squats, ils sont capables de faire des squats à des séries à 260, 300 kilos, et qui vont aller faire des techniques d'intensification, ils mettent déjà plus lourd que ton max en faisant les techniques d'intensification. Je veux dire, tu peux pas escompter faire les mêmes entraînements que lui, ou faire la même chose. Tu te doutes bien que ça n'a pas le même rapport si tu n'as pas la même force que cette personne. Tu vas pas dû avoir la même stimulation sarcoplasmique ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas, enfin. Non, je vois, ok. Et toi, à titre perso, tu fonctionnes avec des cycles de progression, par exemple. T'essayes de chaque semaine de mettre plus de poids. Comment tu t'y prends? Ça dépend. Hors saison, j'essaye de reprendre un peu de force pour justement après repasser avec des séances où je mets aussi des techniques d'intensification et pour avoir justement de la charge sur mes techniques d'intensification. Pour avoir une stimulation complète, tu vois. Ok. Bon, tu périodises. On appelle ça comme ça. Tu périodises un petit peu tes entraînements. Ok. Ça ressemble à quoi? Donc split, forcément. Tu fais tous les jours de la semaine. Tu te laisses un jour de repos. Comment t'organises? 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, ouais. Un entraînement par muscle? Cette année, j'ai couplé dans la semaine, je faisais 2 fois le dos, donc pour mettre plus de volume sur le dos. Mais sinon, ouais, initialement, moi, je suis plus adepte d'un entraînement par muscle, parce qu'en fait, ça me permet d'y être moins longtemps. Et moi, j'ai du mal à rester focus vraiment dans une séance de ouf pendant 2 heures. Tu vois, c'est impossible pour moi. Donc j'aime bien en général travailler un muscle, mais y aller intensément et faire que ça.
et l'éclater pendant 1 heure, tu vois, à la limite, en ayant vraiment ce focus et toute cette intensité dans la séance, tu vois. Ok, et en termes de volume, pour qu'on se fasse une idée de ce que c'est qu'un entraînement professionnel, on entend souvent qu'entre 8 et 12 séries, c'est bien pour un muscle, pour les personnes lambda. Toi, ça Hors représente quoi? saison, je vais faire 4 à 5 exercices de, on va dire peut-être 3 séries, Ouais. dont 2 vraiment effectives. Et en compétition, en préparation, je vais faire donc pareil, 4 à 5 exercices par muscle, plus 5. Et là, par contre, je peux faire 5 séries par muscle, quoi. 5 séries par exercice. Ok, ouais. Bon, ben tu te la donnes quand même. Tu vas à la guerre quand tu vas à l'entraînement? Toujours? C'est toujours J'aimerais y avec cœur, aller quoi. toujours, mais c'est pas toujours le cas. Hmm. Mais pour moi, attention, je parle pour moi, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est comme si tu demandais à Benoît Saint-Denis s'il y a la guerre aujourd'hui, quoi. Pour toi, oui, il était à la guerre, tu vois. Lui, il n'est pas allé à 100%, mais parce que des fois, en fait, tu peux juste pas, de par une blessure ou par un état de forme, tu vois. Il y a des jours, bah, tu mets 200 kilos sur une barre, t'arrives pas à les prendre, tu vois. T'arrives pas à les prendre. Hmm. Aujourd'hui, t'es moins fort, c'est comme ça. T'as moins bien dormi ou quoi que ce soit. Mais par contre, à chaque fois, oui, j'essaye d'aller me mettre la race à chaque entraînement. Ouais. Est-ce qu'à ce niveau-là, au niveau où tu es aujourd'hui, je veux dire, t'as plus besoin de vraiment de conseils pour t'entraîner. Tu connais à peu près tout, tu connais tous les exercices, tu connais les exécutions, tout ça. Est-ce que tu as besoin d'un coach forcément ou tu pourrais te démerder tout seul? Ben, en fait, oui, dans le sens où si tu prends, si tu as envie d'essayer de nouvelles choses, je pense qu'en fait, si tu veux, faut toujours continuer à se documenter, à apprendre de nouvelles choses, etc. Ça se trouve, ça ne marchera pas ou ça ne marchera pas mieux, tu vois. Mais il y a des fois où je me dis, bon, ok, du coup, cette année, j'ai envie de progresser, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Eh ben, je vais pouvoir me rapprocher de certaines personnes pour savoir peut-être qu'ils vont m'apporter d'autres choses, des choses qui vont pas fonctionner, certaines choses qui vont fonctionner. Et au fur et à mesure du temps, tu te fais un petit cocktail si tu veux avec tout ça, tu vois. Mais j'arrête jamais de, comment dirais-je, oui, d'être coaché, de me renseigner, de prendre des conseils des gens, tu vois. C'est qui ton coach en ce moment? Si t'as Alors, mon le préparateur, il droit de le s'appelle dire. Mauro Sassi, c'est un Italien. Et toute l'année dernière, j'ai travaillé sur mes entraînements avec Nicolas Voyou. Ah oui, oui, très bien, d'accord. Ok, Nicolas. Bah écoute, je sais pas s'il écoutera l'épisode, mais je passe au bonjour. J'avais fait un épisode avec lui, pareil, il y a l'année dernière. Intéressant aussi. Bah, Nico, oui, il a Sacré, vraiment sacré body. Hein. une connaissance sur la stimulation musculaire et quoi que ce soit qui est quand même assez large. Il a une approche d'ailleurs très scientifique de par ça, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je voulais travailler avec lui. Il m'a apporté pas mal de choses. J'ai progressé sur pas mal de points. Il y a des choses qui marchent plus, il y a des choses qui marchent moins. Mais ça, il faut aussi savoir qu'on n'est pas tous pareils. Et il faut aussi savoir se faire une routine d'entraînement des fois avec des choses qui te plaisent aussi à faire, tu vois, pour y mettre plus de cœur. Ouais. Il y a les coachs, les athlètes changent régulièrement de coach. Est-ce que c'est un truc, c'est parce qu'à un moment donné, on arrive au bout et on pourra pas aller plus loin? Est-ce que c'est un désir de changement? Est-ce que c'est parce qu'il y a toujours espoir de trouver mieux? J'ai rarement vu, tu vois, on parlait de tennis tout à l'heure, je fais un comparatif par au tennis. Le tennis, j'ai l'impression que quand quelqu'un trouve un coach, il le garde beaucoup plus longtemps que dans le body où ça change plus régulièrement. Est-ce que c'est une vision tronquée que j'ai là? Non, t'as raison. Mais après, aujourd'hui, dans un staff de tennis, t'as pas que un coach de tennis, quoi. T'as un nutritionniste, tu vas avoir un C'est vrai. kiné, peut-être un mec prépa physique, etc., etc. Peut-être que ces gens-là, ils tournent aussi, tu vois. Ouais, bah oui, c'est vrai. Bah en plus, oui, ça tourne. Les équipes techniques tournent plus. Mais souvent, c'est des problèmes de logistique parce que ça demande quand même des déplacements réguliers. Bien Ça demande sûr. de laisser la Donc, famille pendant un euh, certain temps. donc voilà. Mais après, oui, il y a des gens qui sont depuis des années avec le même coach et d'autres qui changent assez régulièrement. Ok. Après, c'est parce que voilà, Bon, ben, il y a le fait de se dire que oui, c'est de la faute du coach, ou je pourrais être mieux, ou peut-être il y a une entente qui se passe pas comme prévu non plus, etc., etc. C'est un cocktail de beaucoup de choses, tu vois. Et il y a des gens qui se rassurent aussi là-dedans, tu vois. bon, écoute,
Théo, on a fait un bon tour. Enfin, je suis très content. Je pense qu'on peut rester là-dessus parce que j'ai trouvé ça passionnant en fait. C'est toujours Écoute, passionnant de merci du discuter coup. avec des athlètes pros. Tu m'as dit que tu te réfléchis, ça aurait été chiant, quoi. Bah oui, non, mais non, c'est franchement, non, c'est top. Hein. Et puis voilà, c'est toujours intéressant d'avoir au-delà de la technique. Tu vois, je veux dire, je pourrais te poser des questions pendant 1000 ans sur l'entraînement, sur la nutrition. Bon, on a compris, de toute façon, t'as des réseaux, t'as YouTube. Je pense que t'en parleras si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur la manière dont tu procèdes ou même les coachings que tu peux faire. Je pense qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi, c'est pas un souci. Mais moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est de rentrer un peu dans la tête, d'avoir la vision. Tu vois, c'est quoi la Ah vision oui. d'un athlète pro sur la santé, sur ce qu'il fait, sur la manière dont il le perçoit, sur comment il en est arrivé là. Tu vois, je trouve que enfin, moi, c'est ce qui me passionne le plus. C'est pour ça que les épisodes Bah, tournent écoute, en tout cas, souvent autour de ces trucs-là, quoi. on se rejoint là-dessus parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus aussi chez les sportifs, tous sports confondus, quoi. Hmm. Ouais, le recul, l'expérience, et c'est toujours ça. Bon, on va finir par les petites questions de fin quand même, pour pas déroger à la règle. Rapidement, bon, allez, c'est vraiment question bonus. Tu prends quoi comme complément alimentaire en ce moment? C'est quoi qui te semble euh, pour un mec qui va à Olympia, qu'est-ce qui est indispensable? Question un peu marketing. Mais en fait, ça, c'est très large parce que si tu veux, déjà, moi, ça dépend de la période. Je prends pas les mêmes trucs dans la même période. Il y a des fois, je prends des complexes glucidiques, tu sais, avec des glucides autour de l'entraînement, etc., que je vais pas prendre en sèche, etc., etc., tu vois. Là, en ce moment, je suis sur une période un peu de tranquille. Je suis pas encore tout repris à fond. Du coup, je suis plus dans une période de bien-être où, effectivement, je vais prendre des compléments qui vont favoriser la circulation sanguine, qui vont favoriser comment dirais-je, tout mon système cardiovasculaire, sur la micronutrition, sur de l'aloe vera, par exemple, le matin pour tout mon système digestif, plein de petites choses comme ça, avec des antioxydants, comme je t'avais dit, le glutathion, je peux le prendre aussi en poudre, avec du curcuma, des graines de pamplemousse aussi, qui a des grosses vertus antioxydantes, etc. Maintenant, après, aujourd'hui, je pense que si on veut faire parler pour les gens des indispensables, je pense que pour moi, les oméga 3, il faut de bonne qualité, il faut en avoir, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'alimentation, même dans les huiles, ils sont quand même assez pauvres. De bonne qualité, je parle. Donc, oméga 3, la créatine, c'est un très bon complément qui a été documenté et archi-testé et scientifiquement, qui est validé et survalidé sur son utilité. Donc ça, on peut en prendre. Une créatine très marquée, donc créapure ou créalcaline, tu vois, où la matière première a été labellisée. Et, et à côté de ça, bah, écoute, si on peut rester sur un classique, une protéine, c'est pas mal pour les gens, une protéine de qualité, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de manger de la viande à tous les repas ou qui n'ont pas forcément le temps, tu vois. Même si je préconise quand même de manger, quoi. Ouais, de toute façon, il faut Mais là, bouger pour vraiment, je faire dis du le truc le muscle, plus dans simple tous les cas. possible pour les gens qui nous écoutent, tu vois. Le but, c'est pas de vendre d'autres choses. Mais après, voilà, pour moi, la micronutrition, c'est tellement adapté par rapport à toi, par rapport à ton système, à si tu dors bien, si tu dors mal, si tu as des problèmes de dopamine, si tu as plein de choses comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, la micronutrition, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses et des choses très, très intéressantes et notamment aussi sur tout l'aspect santé mentale, tu vois. Parce Hmm. qu'aujourd'hui, ça, on commence à en parler, mais c'est d'une importance pour moi qui est catégorique, tu vois, la santé mentale pour moi elle est primordiale et justement la micronutrition va permettre aussi de jouer là-dessus. Et ça, c'est avec ton coach que tu as fait les tests, que tu as testé certaines vitamines, certains oligoéléments, certains Non, honnêtement, ça micronutriments. c'est moi perso et parce qu'en plus de ça, ça me passionne aussi, donc non, ça pour moi c'est vraiment Mhm. personnel. Ok, ok. Et jusqu'à arriver à savoir ce qui te correspond à toi personnellement, c'est-à-dire que tu as fait plusieurs tests, plusieurs dosages, comment tu as une base de réflexion, tu as suivi un cours, t'as lu un livre, parce que sinon là, tu vois, par exemple, si je devais faire mon cocktail, je me dirais mais je commence par quoi finalement? Ouais, bah je me suis beaucoup renseigné via Internet, via des gens qui avaient fait des formations à la micronutrition. Euh, Les livres, non, parce que j'aime pas lire, en fait. J'ai un problème, mais c'est parce que tout simplement le format me convient pas, parce que à la base je suis dyslexique et j'ai des gros problèmes de concentration et du coup de lecture, tu vois. Donc je vais pas un livre va pas
je vais être incapable de lire pendant un moment et bien tout comprendre ce que je lis, machin, etc. Tu vois. Donc c'est plus le format qui me convient pas. Mais par contre, oui, non, j'ai appris de beaucoup de gens, de beaucoup d'articles, beaucoup sur Internet, de beaucoup de vidéos, et après, je me suis fait aussi ma propre idée, tu vois. Et voilà. Après, la seule chose que je veux préciser, c'est que tous les compléments qu'on prend, et même la micronutrition, le plus important, c'est vraiment de se renseigner sur les matières premières, si elles sont brevetées et compagnie, tu vois. Parce que par contre, en l'occurrence, tu peux trouver de tout chez n'importe quelle marque, et si les produits sont pas très marqués, ça reste quand même pas très efficace, tu vois, et c'est souvent de la merde. Donc oui, des fois, ça vous coûte plus cher, mais à l'arrivée, il vaut mieux en prendre moins, même quand ça coûte plus, que prendre un truc qui va vous servir à rien ou qui va finir dans les toilettes, en fait, et qui va du coup vous coûter beaucoup plus cher à l'arrivée, quoi. Alors ça, c'est toujours la difficulté de savoir comment tu sais si un complément il est de qualité, s'il a bien été encapsulé, s'il est pas périmé, ça c'est toujours les questions. Et en fait, plus tu montes, plus tu te rends compte que ça ouvre de nouvelles questions. Et à la fin, t'es toujours en train de te dire putain, mais finalement on sait plus quoi prendre en termes de qualité parce que il y a toujours, tu te rends compte qu'il pourrait toujours y avoir mieux, il pourrait toujours y avoir mieux. Ça je trouve ça assez difficile, je trouve dans ce milieu-là. Mais bon. Bon, parfait. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, est-ce que y a un conseil que tu aurais besoin d'entendre, Théo, pour mieux réussir dans ta carrière ou dans ta vie, dans ton sport? Médiatise-toi. Plus, ouais. Il y a 10 ans, tu n'avais pas encore t'avais pas d'Instagram. Bah, et t'as un gros compte Instagram là quand même. Hein. Tu commences à avoir des. Oui, mais quand je vois des gens à l'époque que je connais, qui n'ont pas forcément fait plus de choses que moi ou quoi que ce soit, et je vois comment ils avaient réussi, même à l'époque de YouTube, et qu'ils avaient pris le pas. Si moi j'avais pris le pas sur YouTube il y a 10 ans, aujourd'hui, ça se trouve, j'aurais 500 000 abonnés, tu vois. J'ai jamais fait, quoi. C'est la seule chose. Okay. Bon, ben médiatise-toi. T'as eu un modèle ou un mentor que t'as envie de citer? Mec, aucun. Je t'avoue que j'idolâtre personne, entre guillemets, tu vois. Je respecte et j'admire beaucoup de monde, mais après, j'ai pas une personnalité comme ça. Parce que toutes les personnalités, elles ont du bon et du mauvais pour moi, tu vois. Donc, en fait, il y a certaines choses que je prends chez les uns, je prends chez les autres, tu vois. Ouais, ok, je vois. Bon, bah alors je vais pas te poser ma dernière question habituelle, qui est quel est le livre qui t'a le plus marqué, puisque t'es pas quelqu'un qui lit particulièrement. C'est pour ça que non, ça doit être un truc comme Oui Oui à la plage, peut-être, avec ma mère, je sais pas, tu vois. Mais... Bah écoute, j'ai envie de te dire, si ça t'a façonné et que ça t'a permis d'être là aujourd'hui, c'est que finalement Oui Oui a été plutôt efficace dans les choix de lecture. Bon, Mister Olympia, c'est septembre 2020. Septembre ou octobre? C'est quel mois? Octobre. Octobre, ok. Donc là, rapidement, là, jusqu'en octobre, à quoi va ressembler ton planning? T'es tranquille jusqu'à quand? Tranquille jusqu'à jamais, parce qu'il y a toujours du boulot, tu vois, même si c'est du travail de fond, que les gens ne voient pas. Mais donc voilà, il va y avoir prise de muscle, médiatisation et peut-être une compétition avant Olympia. Ok. Et tu démarres la vraie prépa combien de temps avant? Est-ce qu'il y a une deadline où tu te dis ok, là ça démarre? La prise de masse est une vraie prépa. Déjà, il faut partir de ce postulat pour les gens qui nous regardent. La prise de masse, elle est aussi importante que la préparation de compétition. Donc ma diète de prise de masse, elle est aussi importante que ma diète de sèche, et donc j'y mets la même implication. Ok. Bon, merci Théo d'avoir participé au podcast. Je suis content d'avoir eu cette discussion avec toi. Je suis content que tu aies participé. J'espère que ce podcast va participer à ta médiatisation 2024, que les gens vont l'écouter en masse, que les gens vont le partager. J'avais oublié d'en parler, mais j'avais reçu les Spotify Rap, tu sais, pour les podcasts, et tu vois un petit peu les classements où c'est coté. C'est des trucs qui sont cotés créateurs. Et cette année, enfin l'année 2023, la plupart des gens qui ont partagé le podcast, qui l'ont envoyé, ils l'ont fait via WhatsApp et ensuite Instagram, je crois, ensuite Facebook. Mais donc ça me permet de dire que vous êtes nombreux à partager, à vous envoyer les épisodes et à envoyer les épisodes sur des gens qui n'ont pas encore écouté les podcasts, ils ne connaissent pas. Eh bien, continuez si vous avez trouvé ça passionnant. Participez à votre niveau aussi à la médiatisation de Théo pour qu'il cartonne Olympia, pour qu'il fasse un top 10 cette année. Ça serait cool. Voilà, si vous êtes français, si vous avez envie de soutenir le bodybuilding français et qu'au-delà de ça, vous appréciez un petit peu ce qui a été dit aujourd'hui.
partagez l'épisode, c'est toujours cool. Et puis d'ici là, pas grand chose de plus. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez évidemment donner une petite contribution qui n'est pas financière, qui est uniquement une évaluation, un 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous l'écoutez. Si aujourd'hui vous êtes encore, alors vous êtes nombreux, il y en a vraiment beaucoup qui écoutent sur YouTube. On voit que les chiffres ont monté cette année. Je recommande tout de même à tout le monde, si vous voulez cliquer sur les miniatures, si vous voulez regarder un peu les podcasts en vidéo sur YouTube, mais grand bien vous en fasse, c'est très bien, ça fait monter la chaîne. Derrière, si vous avez envie de continuer les épisodes, qu'à un moment donné vous changez, vous bougez, que vous n'avez pas YouTube Pro ou je sais plus comment ça s'appelle, basculez sur Apple Podcast, sur Spotify, parce que c'est plus sympa, on est plus nombreux sur les applications, on peut mettre des notes, on peut faire en sorte que le podcast monte dans les rankings et qu'il soit découvert par de nouvelles personnes. Ça donne quoi? Ça donne d'autres invités, ça donne d'autres interviews, ça permet d'élargir un peu le spectre. Bon voilà, on a vu ces derniers mois que j'ai reçu des gens qui étaient différents et ça passionne les foules et puis voilà, comme ça tout le monde est content. Et puis les spectateurs et les auditeurs sont contents aussi. Donc un dernier mot, Théo, pour conclure ou pas? J'ai fini mes... Écoute, non, merci à tous et surtout, moi j'ai envie de dire, prenez soin de vous, faites les choses pour vous, faites les choses qui vous rendent heureux, c'est le plus important et voilà, parce que vous êtes votre propre compagnon jusqu'à la fin, donc faites les choses pour vous et d'être heureux avec vous-même. Parfait. Et je rajouterai, faites pas trop les cons, un petit peu, mais pas trop. Voilà, j'aime bien le dire, c'est à la fin, finalement. On peut faire ce qu'on veut dans la vie à partir du moment où on ne fait du mal à personne. Et qu'on prend conscience des conséquences de ces actes et qu'on ne cherche pas à tordre la réalité. Ça, c'est en référence à une discussion que j'ai eue il y a pas si longtemps avec quelqu'un. Je trouve qu'aujourd'hui, les conséquences sont pas assez assumées sur les gens qui prennent des décisions et essayent et font un déni de réalité pour essayer d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, entre guillemets. C'est l'époque dans laquelle on vit, malheureusement. Et c'est un peu triste. Enfin, c'est un peu triste. Non, parce que de toute façon, il y a le retour du bâton qui arrive toujours derrière. Bon, allez, merci à tous. À lundi prochain. Théo, reste avec moi 30 secondes. Et puis, à vous tous, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao. Ciao.